Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 12h, des moments intenses d'échange, d'analyse et surtout des moments, mesdames et messieurs, de débat avec nos différents invités que nous prenons la peine de sélectionner tous les jours pour votre plaisir. Ce matin encore, Espace Miné a décidé, comme tous les jeudis bien sûr, de parler de spiritualité et bien évidemment, la promesse ayant été faite jeudi passé, nous allons revenir ce matin sur la thématique portant sur l'exorcisme. Question pour nous de savoir ce matin, est-ce que l'exorcisme est une réalité ou alors un mythe? Est-ce que certaines personnes ont des raisons valables de ne pas y croire? Des éléments de réponse, nous tenterons de vous les donner tout au long de cette émission avec nos experts, nos analystes. Ils sont ce matin pasteurs, ils sont ce matin voilà, très calants en spiritualité, communicants, et bien sûr notre consultant permanent à Info Télévision que vous connaissez déjà, Blériot Niemek, qui nous permettra tout d'abord de découvrir la sagesse du jour. Par la suite, nous aurons toujours dans l'ossature de cette belle émission, mesdames et messieurs, la dénonciation, et bien évidemment nous aurons déjà fait un tour en kiosque pour prendre la température informationnelle avec Claudia Ancha qui se chargera donc de lire pour nous toutes les une parue en kiosque ce matin. Et oui, nous sommes donc déjà jeudi le 3 avril. On peut se rendre compte que le mois, il court, il va très vite et à la maison, c'est l'occasion pour vous de commencer également à faire vos programmes, mieux vous organiser parce que très bientôt, on sera quand même au milieu. Ce sera bientôt le 6e mois. Et là, on n'aura plus assez de temps. On sera déjà en train de tendre vers la fin de cette belle année 2025. Très chers téléspectateurs, lorsque tout ceci est dit, nous allons donc ensemble découvrir qui se cache, n'est-ce pas, derrière ce panel. Ils sont 4 encore ce matin, très calés en spiritualité. Je suis sûre qu'avec eux, on va passer de purs moments de bonheur et surtout, mesdames et messieurs, de connaissance parce qu'ils sont là pour nous transmettre la connaissance. Alors, je vais commencer par ma droite ce matin. Lui, c'est un grand frère que j'ai le plaisir de retrouver après, j'ai envie de dire, 2 ans d'absence. D'ailleurs, vous le connaissez parce que, oui, il a présenté des émissions ici à Info Télévision. Très souvent, j'avais la lourde charge de l'annoncer après notre 20h en français, le Corcotongueur. J'ai toujours eu peur de ne pas bien prononcer ce nom, Arbogas Vicengo Corcotongueur. Vous êtes communicateur social et vous serez avec nous ce matin dans le cadre de la thématique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Viviane. Bonjour au grand patriarche Dieudonné Mveng. Bonjour à mon professeur, à mon mentor Parfait ici et toi, qui m'a appris à tenir un micro à la télé. Parfait, partout où tu te trouves, je suis de tout cœur avec toi. Viviane, bonjour à vous. Merci. Bonjour à Blériot, bonjour au pasteur Bayon, bonjour à M. Ndo. Bonjour spécialement, vous allez me permettre en 2 minutes, parce que nous sommes dans le cadre de la spiritualité. Et là, on ne court pas. Bien évidemment, on parle de spiritualité ce matin. Si vous êtes animé par l'esprit qui court, vous allez rester derrière. C'est pour ça que le grand maître Sékou Touré, que je ne peux omettre de saluer aujourd'hui, dont nous célébrons le deuil, Ahmed Sékou Touré, celui qui avait dit non au général de Gaulle en 1958, m'avait fait retenir la pensée suivante: mieux vaut être la tête d'une fourmi que d'être la queue d'un éléphant, car un singe qui imite un autre singe sera tué en retard d'un geste. Ahmed Sékou Touré. Naturellement, ils ne peuvent pas. Si on imite, on prend un peu. C'est un très grand panafricaniste. Yemek ne peut pas me démentir. De toutes les façons, je commence par l'Otaki. Yemek, on aura beaucoup à dire. Je ne peux pas oublier un Ken Jérémy, qui a beaucoup œuvré pour que je sois là aujourd'hui. Un Ken Jérémy, je ne peux pas l'oublier. De toutes les façons, je crois que je serai à la hauteur de vos attentes, Viviane. Communicateur social, spécialiste César, spirituel, traditionnaliste. Nous essayerons de voir avec le pasteur Bayon. Merci.
Merci à vous, le Cotongueur. Il est également avec nous ce matin, vous le connaissez d'ailleurs. Lui, c'est Alain Douc, notre blanc, avec sa voix si séduisante. Hein. Voilà, je ne parle pas en mon nom propre, hein, je parle au nom des femmes, il faut le préciser ce matin. Alain Douc, vous êtes donc communicateur également, mais surtout très calé hein, en question de spiritualité. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce matin. Le plaisir est partagé. Je dois dire que la blanche du plateau, c'est toi, tu as un vrai soleil. Voilà. Merci. Rond la balle dans une partie de ping-pong. Bien, je suis content d'être là. On a fourré un tout petit peu le sujet la semaine passée. On n'est pas allé jusqu'au bout de nos appétits. On a un nouveau combattant de la parole qui est là ce matin, à la personne du révérend Bayon. Donc ça donnera une autre coloration, j'imagine, au débat de ce matin. Je salue les millions de téléspectateurs de ce média qui n'arrêtent pas de faire sa montée et nous lui souhaitons tout le bel avenir possible dans l'écosystème médiatique tant national qu'international. Je salue de même tous les artisans de l'ombre, ils sont nombreux, qui travaillent d'arrache-pied pour que vous nous receviez chez vous tel que vous le faites en ce moment, ou que vous soyez à travers le monde, pour que vous puissiez être témoin de ce qui se passe sur ce plateau au travers des différentes plateformes numériques. Ils sont là, ils travaillent tout autour de nous, on ne les voit pas, c'est nous qui sommes mis sous les feux de la rampe. Je les salue et je continue de féliciter le travail d'artisans de l'ombre. Je salue de même le top management et chacun de vous qui nous faites confiance et pensez que notre présence sur ce plateau vous apporte lumière. Merci bien de continuer à être fidélisé à ce programme. Merci à vous, hein, très cher Alain Douc, d'avoir une fois de plus honoré à notre rendez-vous ce matin. Alors, je me tourne à présent justement à ma gauche pour présenter nos deux derniers panélistes que vous connaissez d'ailleurs. Mais lui, c'est un visage assez particulier. Vous l'avez certainement déjà rencontré quelque part parce que c'est un pasteur. Et on sait que les pasteurs sont très proches des fidèles parce que étant toujours là pour apporter des solutions dans le domaine spirituel. Mesdames, messieurs, lui, c'est le pasteur, voilà, ou alors apôtre. Voilà, on l'appelle apôtre Guy Bayon. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane Bessala. Je suis très heureux de revenir sur ce magnifique plateau avec des problématiques aussi importantes pour notre société. Je veux saluer comme ça tout le panel qui est sur place. Je retrouve mon frère et ami, le Cotongueur. Je crois c'est lui qui m'a introduit il y a quelques années ici, sur ce même plateau. Donc je voudrais saluer comme ça Blévio et n'est-ce pas tout le panel ici. Je veux dire que la problématique de l'exorcisme est quelque chose d'extrêmement important. Parce que nous sommes dans un monde avec l'occidentalisation d'un certain nombre de choses dans notre société aujourd'hui. On a tendance à relayer, n'est-ce pas, les questions spirituelles en arrière. Mais pourtant, c'est bien réel dans les pratiques, dans la vie des gens. N'est-ce pas, en tant que pasteur, nous rencontrons des gens avec des situations assez délicates qui démontrent en réalité l'existence de quelque chose que nous connaissons, que nous voyons, de l'expérience spirituelle que nous avons, mais qui souvent n'est pas acceptée de certaines personnes qui ont une mentalité très rationnelle. Donc, du coup, n'est-ce pas, ce sujet a sa place et je veux, n'est-ce pas, inviter nos merveilleux téléspectateurs de s'asseoir parce que ce sera très intéressant. Bien sûr, et surtout qu'on sait que déjà la représentation de l'exorcisme dans les films peut parfois vraiment impacter ce que les gens pensent de l'exorcisme dans la vraie vie. Oui, tout à fait. Il y a des situations un peu mises à l'extrême, mais d'autres sont, parce qu'il y a des manifestations qui sont des manifestations typiquement spirituelles, c'est-à-dire qu'on essaye de matérialiser. Il y a des images d'horreur qui ne peuvent se voir que dans le monde spirituel, mais que parfois, pour les besoins de cinéma, on doit montrer sur le plan physique. Voilà, mais ça reflète un certain nombre de réalités qui
qui sont, n'est-ce pas, dans la vie spirituelle. Il y a quelques abus là, et voilà. De toutes les façons, on aura l'occasion, on aura le temps nécessaire pour en parler tout à l'heure, que ce soit l'aspect spirituel, même l'aspect psychologique, il faut le dire, parce que voilà, l'aspect psychologique n'est pas à mettre à l'écart, parce que très souvent, quelqu'un qui subit un exorcisme, peut-être pour se faire délivrer, a également des petites séquelles psychologiques qu'on ignore souvent. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, apôtre Guy. Le plaisir est pour moi. Installez-vous confortablement. Merci beaucoup. Alors, notre dernier panéliste ce matin, c'est notre consultant permanent. C'est un bébé parce qu'il est né hier. Donc, voilà, il a une journée de vie sur la Terre. Bien le bonjour, Blériot Niemet, et surtout bienvenue sur le plateau de l'espace miné. J'ai voulu dire décollage. Le cerveau fait son travail. Merci Viviane, d'ailleurs tu as beaucoup résisté. C'est la spiritualité. Depuis près de 2 semaines, mais c'est bien, l'adaptation est très bonne. Et d'ailleurs, l'adaptation à une émission comme celle-ci, j'ai dit spiritualité, parce que les journées étant réparties, le jeudi passe pour être l'une des journées les plus prisées sur espace miné. Les Camerounais, les Africains, les hommes en général ont cette curiosité. Hein. Même quand vous entendez dire là que non, moi je ne crois pas, je vous ai dit que non, 80% de l'humanité poursuit ces choses-là, même dans le secret. Ces cartésiens de salon, moi je ne crois pas à ces choses. Si vous déshabillez beaucoup d'hommes, vous les trouvez avec des amulettes, mais c'est eux qui tiennent des grands discours. Non, nous avons une spiritualité à défendre, celle africaine d'abord. Moi, c'est ça mon combat. Beaucoup de pasteurs me demandent, non, mais pourquoi? Je dis non. La spiritualité africaine ne s'oppose pas à la chrétienté. C'est à la chrétienté bien comprise d'intégrer. Et vous savez, un pape avait déjà annoncé cela, même si ce n'est pas allé jusqu'au bout. Quand vous rencontrez des peuples, vous les rencontrez avec leur culture. Dieu ne peut pas, pour parler aux Zéondo, leur parler en bassa. L'inculturation. Vous comprenez? Oui, c'est ça, c'est le concept. C'est bien ça le concept. Mais il faut faire attention. Parce que là, maintenant, tu réduis la chrétienté au catholicisme romain. Non, j'ai dit que non. Tu as souvent de la peine à suivre exactement ce que je n'ai pas dit. J'ai montré que les catholiques, eux, avaient essayé. Donc n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord parce que ce n'est même pas la bonne démarche. Bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Bon. Mais il aura son temps de parler. Laissez Blériot Niemet s'introduire. Il n'y a pas question d'être d'accord parce que ce n'est pas une analyse. C'est une présentation. Non, c'est un fait. C'est une opinion. Non, madame, on va vous donner la définition de l'exorcisme. Maintenant, vous verrez comment le corps étranger qu'on n'intègre pas ne peut pas s'assimiler à une vie. C'est encore Blériot qui parle. Quand même. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de je disais encore que ce n'était pas une analyse. Merci. Je décrivais un fait. Les catholiques, et vous avez cité le concept, ont tenté. Je dis que maintenant, je donne donc une opinion, il faut que la chrétienté, en général, prenne en compte les réalités culturelles. Et c'est pour ça que je vous disais que pour que Dieu s'adresse aux bêtis, aux écambétis, il ne va pas leur parler en bassa. Exactement. D'accord? Dieu va se manifester à chaque peuple dans sa réalité. Le pasteur qui imagine que Dieu aurait parlé à un seul peuple, pour que ce seul peuple vienne parler à tous les autres peuples, il se trompe. Il se trompe. Dieu n'a pas pu parler. Non, tu vas avoir le temps. Tu as oublié la tour de Babel. Tu vas avoir. Comment chose sur Quand tu as fait ton introduction, tu as passé le temps. Tu as oublié la tour de Babel. C'est là-bas qu'il fallait dire ça. Moi, je suis heureux. Il y a les balles ce matin. Voilà. Attendez, madame, on ne met pas encore. La tour de Babel, c'était quoi? C'est ce que Blériot est en train de dire là. Si vous permettez, donc. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je dis bonjour à tous les spiritualistes. Pas les croyants, je parle bien des spiritualistes qui nous écoutent. Maintenant, je dis bonjour à une personne particulière. Elle s'appelle Catherine Gonka. Elle vit en France. Elle est très adonnée à la lecture des ouvrages de spiritualité. C'est pour cela que je lui dis un spécial bonjour. Catherine Gonka,
Je ne vais pas donner plus de détails sur Est-ce qu'on peut sentimentalement l'exorciser? Non, elle n'a pas besoin d'être exorcisée. Non, elle nous suit, non. Comment tu parles des choses de Blériot? Ok. Merci, très cher Blériot Niémec. Merci à vous d'animer le plateau. On sent que ce sera quand même chaud ce matin. Hein. On espère que vous êtes prêts à la maison. De toute façon, merci. C'était donc la présentation du panel. On va donc y aller avec la première partie de cette émission. Espace Miné, mesdames, messieurs, celle consacrée à la sagesse du jour. Et nous repassons bien évidemment la parole à Blériot Niémec. La sagesse de ce jour dit ce qui suit. Ne te complais pas d'agir dans le secret. Agis comme si tu étais à découvert. Ne te complais pas d'agir dans le secret. Agis comme si tu étais à découvert. C'est-à-dire? Ça veut dire ne te cache pas derrière l'ombre. Agis avec intégrité et assurance comme si tout le monde te regardait. Quand tu poses tes actes, même si tu as l'impression que personne ne te voit, agis comme si tout le monde te voyait parce qu'on finira par te voir. C'est vrai qu'il y en a quand même qui meurent avec leur secret. Non, on finira par te voir tel que tu es. On finira par te voir. Donc en fait, les actes que nous posons, nous devons les poser comme si nous étions capables de les assumer. Vous voyez? C'est une forme de morale. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas vu que ce que j'ai volé, je ne l'ai pas volé. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a pas attrapé que ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que la personne que j'ai tuée, je ne l'ai pas tuée. Ainsi de suite. Donc pose des actes en sachant qu'un jour tu seras vu et qu'ils seront su. Et qu'il faudra assumer. Et que par la suite, pardon une seconde, pour assaisonner ce qu'il a dit. Oui. De toutes les façons, lorsqu'on a déféqué, on est obligé de se torcher. Bien. Blériot et moi, nous avons en commun une quasi-maxime. Oui, aller en adéquation avec ce qu'il a dit ce matin. Il dit ce que je dis la plupart du temps en privé, je le dis de telle manière que s'il faut le dire en public, je sois capable de le dire. Oui, monsieur. Voilà. Donc il y a des gens qui parfois disent des choses en privé, et puis lorsque ça vient à être révélé au public, ils sont embarrassés. Voilà. Les gens ne s'assument plus, les gens voilà, n'assument plus qui ils sont, parce que les gens vivent ce qu'on appelle en général une fake life. Voilà. Et donc font des choses. Il y a des gens qui veulent vivre de telle sorte que lorsqu'ils te disent un truc en privé, si tu prends cela et tu peux le rapporter, ils s'en foutent parce qu'ils savent que la plupart du temps, en public et en privé, ils disent la même chose. Mais c'est vrai que c'est pas complètement de ça qu'on parle quand même ce matin. Bon, on pourrait faire une application de ce genre. D'accord. Merci beaucoup pour la sagesse du jour, en tout cas on retient qu'il vaudrait mieux être vrai, tout simplement. Parce que quand on est vrai, on n'a pas de mal à assumer ce qu'on a fait tout seul. Hein. Si on est vrai, on sait que voilà, ce qu'on fait quand on est seul, c'est ce qu'on fait également quand on est en public, tout simplement. Et voilà, je pense que cela, voilà, c'est un problème qui arrive à ces personnes qui essayent d'avoir une double vie, qui essayent d'avoir des personnalités différentes, qui ne sont pas vraies. Du coup, très souvent, voilà, ce que vous avez essayé de faire croire aux gens quand on constate que ce n'était pas le cas, très souvent, ça cause beaucoup de problèmes. Voilà, merci beaucoup. On retient donc que les choses finissent toujours par se savoir. Et donc, agissez voilà, dans la lumière, comme si, voilà, agissez dans le noir comme si vous étiez dans la lumière, tout simplement. Allez, merci beaucoup pour la sagesse du jour. Merci à vous, Blériot Niémec. C'est donc le premier arrêt de cette émission Espace Miné. Très chers téléspectateurs, on va y aller cette fois-ci avec la deuxième partie consacrée à la revue de presse. Et nous allons faire un tour en kiosque avec Claudiane Tcha qui va nous rejoindre juste après la transition. A tout de suite.
Bon, on retourne sur le plateau de Espace Minier. Très chers téléspectateurs, je l'ai tantôt annoncé avant la transition. Nous allons nous intéresser à la revue de presse de ce jeudi 3 avril 2025. Et pour le faire, Claudia Ancha est déjà confortablement installée à ma gauche. Voilà, elle a décidé que cette semaine, ce serait voilà, du noir. Je sais pas, peut-être c'est pour marier un tout petit peu avec la coiffure blonde. Voilà, la coiffure de la semaine et du mois d'avril, parce que certainement, c'est également son mois de naissance. Bien le bonjour Claudia et surtout bienvenue sur le plateau. Bonjour Viviane Angria, bonjour à toi, c'est un plaisir de te retrouver et surtout de retrouver les millions de téléspectateurs qui nous suivent chaque matin sur le plateau d'Espace Minier. En tout cas, le noir te va plutôt très bien. Ah, merci. Nous, les filles brunes, ont la particularité que le noir permet à ce que le teint ressorte. Ah oui, il y a le noir, il y a le rouge et le bleu aussi. Ah, et le bleu. Oui. Bon, ouais, un peu, oui, le bleu. Le noir et le rouge quand même beaucoup plus. Oui, je suis d'accord. D'accord. Voilà, en tout cas. Les brunes. Les brunes, ouais, les clairs. Alors, tu aimes les femmes brunes, hein? On va savoir. Tu es déstabilisé, gars. Maîtrise-toi. Après, on va dire, tous les téléspectateurs savent que tu te maîtrises. Non, je suis zen. Il y a quoi? Ça va aller à Londres. On peut poursuivre. D'accord, avec Claudia, on va aller en kiosque, on découvre justement la quintessence. Voilà, enfin, ce matin, nous sommes avec le journal La Météo, le tri hebdomadaire de Dieudonné Mbengbela. Exactement, Viviane Ancrea, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, présidentielle et régionale 2025, les évêques interpellent les médias. C'est l'information qui barre la grande une du tri hebdomadaire La Météo. Ce journal de Dieudonné Mbengbela présente la lettre pastorale de la conférence épiscopale nationale du Cameroun ce 28 mars. Les évêques appellent les journalistes à publier des informations de qualité, résister aux pressions contraires à la déontologie, sans verser dans la désinformation, diffamation ou encore discours de haine et propos tribalistes. La suite de cette lettre pastorale est donc à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le quotidien Info Matin de Dieudonné Mbengbela nous propose des actualités aujourd'hui. Tout d'abord en petite tribune en page 4, on parle de Dr Madeleine Tuenté, appliquer scrupuleusement les instructions du gouvernement. C'est l'une des recommandations du ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation aux responsables récemment nommés par décret du Premier ministre dans les services centraux de son département ministériel à l'occasion de leur installation ce 2 avril à Yaoundé. La page 4 nous renseigne davantage sur cette actualité. Et puis cette attaque de Volgo, réconfort et encouragement de Paul Biya au FDS sur haute instruction du président de la République, chef des armées. Le MINDEF Joseph Betty Assomo s'est rendu ce 2 avril à Moura dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord, au secteur militaire numéro 1 de la force multinationale mixte de la commission du bassin du lac Tchad. Objectif, transmettre aux familles des militaires disparus les condoléances du chef de l'État ainsi que ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Lutte contre le terrorisme, Marie-Claire Nana nous dit ce matin qu'il y a donc la remobilisation du côté de Moura en transmettant hier au trouble message de condoléances et de réconfort du chef de l'État, chef des armées à la suite de l'attaque du 26 mars dernier à Volgo. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, a indiqué que la réadaptation au nouveau visage de la menace était inévitable. Apprend-on dans ce journal. Autre information à retenir ce matin, un statut particulier des enseignants. On en parle avec la nouvelle expression. Ici, on nous présente ce que les syndicats exigent de Yaoundé en cette année électorale. Les seigneurs de la trêve veulent mettre la pression sur le pouvoir de Yaoundé pour obtenir enfin ce qu'ils réclament à corps et à cri depuis des dizaines d'années dans le cadre du statut particulier des enseignants en vain, notamment le point d'indice salarial à 400, le concours de certification pour accéder au poste de responsabilité dans les établissements. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. L'actualité en kiosque ce matin, c'est aussi les machines à sous. On en parle avec le quotidien Mutation. Georges-Alain Boyomo présente la monnaie de la pièce, source d'érosion de ces métaux précieux. La nouvelle gamme de pièces de la BIAC ne fonctionnera pas dans ces machines. La Banque des États de l'Afrique centrale
Total injectera à 500 millions de francs CFA de pièces chaque année sur le marché de la SEMAC. La page 7 nous renseigne davantage sur cette actualité. On parle d'autre chose avec le Messager en kiosque ce matin, précisément de musellement du MRC à Banganté. Le sous-préfet instrumentalisé s'interroge ce tabloïd ce matin. Entre menaces et intimidations, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun veulent redoubler la mobilisation et assurer un maillage du terrain lors de la prochaine élection présidentielle. Lire la page 3 pour en savoir davantage sur cette actualité. Le jour est en kiosque ce 4e jour de la semaine. Ici, on parle de Paul Biya et de Maurice Kamto. Exploration caverneuse du problème Bamileke aux confins de la théorie des jeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le caractère ouvertement crépusculaire du régime quarantenaire en place porte plus que jamais à se représenter les dynamiques de consolidation ou de changement qui travaillent la sphère publique camerounaise dans l'optique du rendez-vous d'octobre prochain et surtout pour l'après. Lire donc la tribune de Serge Alain Godon, clairement détaillée de la page 2 à 4 ce matin. Avec l'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire ou alors le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, Guiba Gatama nous amène du côté du Nord. On parle ici de Boko Haram, un soldat camerounais tué dans l'explosion d'une mine à Volgo. Une fois de plus, le récit se trouve en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. On clôture cette revue de presse acte 2 avec l'économie quotidienne. Ce journal de Thierry Kouti parle du fer de Balam. Le Cameroun ferme la porte aux négociations avec Sundance Ressources. Pendant 15 ans, l'entreprise australienne n'a pas réussi à développer ce projet, ce qui a poussé l'État à se tourner vers d'autres partenaires. Elle réclame des dommages de 5,5 milliards de dollars. La Chambre de commerce internationale de Paris appelle à trancher. L'information est donc à retrouver en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Viviane Angria. Voilà, merci beaucoup à vous, Claudia Ncha, pour cette belle lecture des unes proposée donc par la presse écrite en ce jeudi. C'est l'avant-dernière sortie de la semaine. Alors, bien sûr, on va pas vous laisser partir comme ça. On va faire une petite analyse et nous allons choisir l'une des actualités à proposer ce matin. Voilà, peut-être on revient avec le journal. À votre choix, hein. Journal Info Matin, peut-être. Le journal placer Info. Peut-être sur justement le reconfort apporté aux populations de Volgo après cet attentat le 26 mars dernier, n'est-ce pas? Oui, effectivement, le journal Info Matin avec l'aide de la diffusion, on pourrait avoir ce journal à l'écran. Eh bien, cet attentat de Volgo, on parle donc de réconfort et encouragement de Paul Biya au FDS. Il faut le dire que c'est toujours la consternation, les pleurs par rapport aux familles des victimes qui ont perdu, n'est-ce pas, leurs fils et frères de ce côté de la frontière. Donc, le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, est donc allé porter son message de réconfort, n'est-ce pas, à ces familles des victimes et surtout de souhaiter un prompt rétablissement à ceux-là qui ne sont pas décédés par rapport à cette attaque. Donc, il faut dire que le MINDEF est donc sur le terrain pour, on va dire, réorganiser les stratégies sécuritaires pour que nos soldats puissent être justement bien accompagnés et surtout qu'ils continuent à nous protéger au niveau de nos différentes frontières. Merci beaucoup, très cher Claudia Ncha. Peut-être Bléron qui va également placer un mot justement sur ce geste de reconfort du chef de l'État à travers le MINDEF suite à cet attentat. Que faut-il comprendre? Non, mais les militaires, ils ont beau être des hommes en armes, ils ont des cœurs et ils ont des familles. Donc, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'ils sont touchés. Il faut réconforter les familles, il faut accompagner les blessés. Il faut d'ailleurs le dire, hein, j'ai apprécié, quand vous passez maintenant au niveau de l'hôpital militaire, la garnison à Yaoundé, vous verrez un grand centre construit de l'autre côté. Face. Oui. On a aménagé un hôpital pour les blessés de guerre. Ah ben, c'est à féliciter. Hein? Oui. Quand c'est bon, on félicite. Avant, on rencontrait des militaires assis par terre avec des blessures à l'entrée de la garnison. Vous voyez ces images-là, non? Bien sûr. Non, mais parce que non. Non, on voyait ça. Aujourd'hui, ils ont toutes. Et je suis allé voir. Mais c'est hyper moderne. Vous avez même envie d'être un peu... D'être militaire. D'être militaire. Oui, oui. Bénéficier de ce genre de soins. C'est beau. C'est ça, humaniser les forces de l'ordre. Non, les gens ne peuvent pas s'exposer et quand ils ont des difficultés, on a l'impression qu'ils sont délaissés pour compte. Non, moi je souhaite que
tous les corps de métier aient des privilèges. Quand je le dis, ça risque de susciter les envies ailleurs. Donc, il faut étendre cela. Les militaires qui sont au front, vous ne pouvez pas imaginer la peine, le combat psychologique que mènent les familles. Donc, quand il y a un blessé, quand il y a des morts, que les soins qui s'en suivent soient à la hauteur du sacrifice qui est fait. Et je crois que c'est ce qui est fait en ce moment. On ne peut que féliciter le ministre de la Défense, qui est le bras séculier de quelqu'un d'autre, donc du président de la République. Mais cela ne rentre pas dans la ligne de la campagne électorale. Hein. C'est ce qu'un chef de l'État... Oui, oui, parce qu'il faut bien que moi je clarifie les choses. Ça, c'est ce qu'un chef de l'État en fonction fait, n'est-ce pas, Rendou? Il le fait, et le faire ne lui donne pas des points pour une campagne électorale. Voilà. Merci pour la précision, Alain. Donc, vous avez certainement une petite remarque également à faire. Puisque Blériot a lu dans un sens, je vais analyser autrement pour dire qu'en réalité, on constate, vous avez vu au niveau des titrailles, on a dit qu'il y a une attaque supplémentaire après celle qui a fait les 12 victimes depuis la semaine passée. Qui a fait un mort, voilà. Toujours à Volgo. Donc, on comprend qu'il y a finalement une vraie ligne d'attaque décidée finalement par ces entités, cette hydre terroriste représentée par Boko Haram. Vous savez, nous sommes en train de penser à un autre Cameroun. Et lorsqu'on pense le Cameroun grand que nous voulons pour demain, on l'envisage sous le prisme de la souveraineté. Il n'y a pas de souveraineté à envisager sans le volet sécuritaire. Et on doit donc repenser finalement notre sécurité. Avoir des dispositifs qui permettent de garantir effectivement cette sécurité avec son corollaire de souveraineté. Alors, est-ce qu'on a des dispositifs qui nous permettent d'être renseignés à suffisant, des systèmes d'information sur ce qui se passe à nos frontières? Pour éviter, pour éviter ce genre de choses. Parce que tant qu'on est dans une relation servile de dépendance vis-à-vis d'un certain nombre de nations plus avancées que nous sur le plan du traitement de l'information, du dispositif technologique pour contrôler nos frontières, etc., il y aura ce genre de problème. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit la semaine passée, il y a un enjeu d'ordre géopolitique, et en politique, il n'y a pas d'amis. C'est-à-dire que ceux avec qui vous transigez aujourd'hui, quand il y a d'importants enjeux, notamment en termes de richesse, du sous-sol, etc., ils ne tiennent plus compte de rien. Tout ce qu'ils veulent, c'est un rapport finalement qui va aboutir à une prédation. On va faire main basse sur ce que vous avez si vous ne pouvez pas le protéger. Donc c'est le lieu, notamment au travers de cette crise qui nous mène à ces pertes humaines, de repenser notre sécurité pour envisager une meilleure souveraineté pour le Cameroun de demain. Merci beaucoup. Alors, apôtre Guy Bayon, vous avez certainement un mot à dire à propos justement de cette actualité. Parlons de cet attentat de Volgo. On parle aujourd'hui d'une autre attaque qui a fait un mort. Oui, tout à fait. Je voudrais dire qu'au-delà des considérations sécuritaires, n'est-ce pas, le déploiement des armées sur le terrain, peut-être qu'il y a un côté qu'on n'attaque pas souvent assez, c'est quelles sont les causes même de ces phénomènes de Boko Haram. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ces gens? D'où est-ce que ça vient? Comment se fait-il que des armées comme ça se retrouvent entre deux nations qui pourraient être prises en étau, mais depuis des décennies aujourd'hui, on n'arrive pas à résorber ce genre de situation. Je pense qu'il faudrait que la vérité sorte à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est ces gens? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils le font? Qui instrumentalise ces gens-là? C'est un angle d'attaque que je pense, si on met cela en lumière et on exploite suffisamment cela, on pourrait, n'est-ce pas, résorber ce problème en amont. Parce qu'on est en train de résoudre certaines choses en aval et avec toutes les conséquences sur les familles qui perdent des membres précieux, des jeunes gens qui sont allés au front, se retrouvent en train de mourir à la fleur de l'âge. Il faudrait attaquer cela en amont. Parfois, il y a des personnalités de haut rang, parfois qui utilisent ces armées pour nuire à certaines nations. Il faudrait qu'on aborde cela dans cet angle d'attaque. C'est cela ma contribution. Merci pour votre apport ce matin. Le Kolko Tongueur, très concentré ce matin. Quelle est votre analyse de cette situation? Le seul défaut que j'ai dans ma vie, c'est que je n'aime pas parler de la grande muette. Vraiment, vous allez me le concéder. Je n'aime pas parler de la grande muette. Mais sinon, Blériot l'a dit, hein,
les efforts consentis par ces gens ne peuvent mériter aucune prime. C'est des gens qui partent se sacrifier. Vous savez ce qu'on appelle le sacrifice? On vient arriver dans notre débat là. Quand vous vous sacrifiez, vous abandonnez vos familles, vous abandonnez votre père, vous abandonnez votre mère et tout. Qu'est-ce qu'on vous ramène? Un macabé? Non. Ça fait très mal. Déjà nous disons, hein, nous souhaitons toutes nos condoléances à toutes ces familles éprouvées et tout, et tout, et tout. Mais je sais que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, ne blague pas avec la sécurité du Cameroun et qui saura prendre le taureau par les cornes. Je m'arrête là. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes sa condoléances donc à ces familles si durement éprouvées. C'est vrai que le bilan s'alourdit. Voilà, on a de plus en plus des personnes qu'on perd. Mais on ne saurait justement passer à côté de cet acte-là, cet acte digne-là, cet acte humaniste du chef de l'État qui a donc envoyé dépêcher justement son ministre sur place afin d'apporter réconfort, soutien, n'est-ce pas, voilà, permettre à ce qu'il touche du doigt déjà la situation. Et vous savez, ça fait chaud au cœur. Hein, ça permet quand même aux familles de ne pas se sentir seules. Et c'est très important. Donc voilà, hein, en tant que spiritualiste ici sur le plateau, vous êtes d'accord avec moi hein, que c'est important d'assister ceux qui pleurent. Avec beaucoup d'émotion. Je peux même pleurer. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Je peux pleurer. Mais vous n'allez pas pleurer ce matin quand même. Vous n'allez pas pleurer aujourd'hui. Je vous sais très fort, plus fort que ça. Ça va aller. Allez, merci beaucoup. C'était l'analyse du jour. On ne peut pas faire des enfants de trouver la chair à canon comme ça. C'est trop. Ça fait mal. Il est très touché. Ça va aller. Mesdames, Messieurs, prenons donc une transition et juste après, ce sera la dénonciation du jour. À tout de suite.
Nous sommes également en direct de notre page officielle Facebook à travers le compte Facebook Info TV Cameroun. Et vous pouvez également nous regarder via notre page YouTube. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Espace Miné. Merci d'être de plus en plus nombreux et merci de votre fidélité qui nous honore. Nous allons donc y aller avec la troisième partie consacrée à la dénonciation du jour. Un fait qui vous énerve, un fait que vous ne supportez pas, que vous n'appréciez peut-être pas. Mesdames et messieurs, ça se fera une fois de plus avec notre consultant permanent, Pierre Blériot-Niemek. Rebonjour. Rebonjour Viviane, vous verrez que j'ai un aspect très lourd. D'abord parce que nous avons appris le décès tragique d'un frère, d'un confrère. Nous ne sommes plus le 1er avril. J'aurais voulu que ce soit un poisson d'avril. Nous sommes le 3 avril et nous apprenons à l'instant la mort de Bobo Fabien, chroniqueur sportif. Moi, je suis doublement touché parce que c'est un gars de Vogada, ou c'était un gars de Vogada comme moi. Récemment, nous nous taquinions encore au restaurant Sawa. Nos sincères condoléances. Oui, vraiment, le monde des médias est touché. Et quelqu'un de très affable. Je vais rapidement, avant la dénonciation, vous dire la dernière. Bobo Fabien et moi, nous nous entendions pas autour de la question de la FECAFOOT. Mais une fois, mon véhicule a été saboté en Kolndongo. Et les gars de la mairie qui voulaient me manquer de respect, je vous assure, Bobo Fabien est venu les brutaliser. Je lui dis non, mon frère, on peut gérer. Il dit non, on te manque de respect. Nous, on peut encore se disputer à la télé. C'était vraiment quelqu'un de très affable. Je n'en dirai pas plus, nous aurons des occasions. Au sortir d'ici, on va se rapprocher de la famille. C'est vraiment les médias qui sont touchés parce que c'était quelqu'un qui était d'abord facile. La dénonciation est dans la même ligne, la mort, mais je ne vais pas citer un fait particulier. Un autre média a relayé une information et je vais dénoncer de manière générique les meurtres que subissent les femmes dans les foyers ces derniers temps, les féminicides qui ont repris. Les hommes qui tapent sur leurs femmes jusqu'à ce que mort s'en suive. Cela a repris. Pendant que nous souhaitons que la loi soit dure, très dure, à l'égard de telles situations, on a l'impression que la main de la justice est devenue légère. Parce que si le fait qui nous est rapporté est totalement vérifié, on ne peut pas imaginer une telle légèreté. Je n'ai pas terminé mes enquêtes autour de ce fait. Je dis que si ce fait est avéré, c'est-à-dire qu'un homme qui a tué son épouse est condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme avec sursis. Vous comprenez ce que ça veut dire? Avec sursis et pendant 5 ans, ça veut dire qu'il est dehors. Ça veut dire que le monsieur est dehors. Il monte, il descend. Non, je veux croire que c'était le poisson d'avril. Il est presque libre. Pas presque, il est libre. Il y a beaucoup de personnes condamnées avec... Mais attendez, je veux croire, parce que là, ce n'est pas les problèmes des médias. Il faut écrire à la chancellerie. C'est inadmissible. On ne peut même pas imaginer qu'une telle situation se produise, que vous ayez tué sous l'effet des coups votre épouse et que vous retrouviez au quartier. Parce que ce qu'il faut dire aux juges qui prennent ce genre de décision, la vérité c'est que c'est vous qui causez la mort de telle personne. Parce que vous les exposez plus, que ce soit mystiquement ou physiquement. Je ne vois pas la famille qui va accepter de voir le meurtrier de sa fille revenir au quartier. Non. On ne vous rend aucun service. Revenir au quartier, monter, descendre, te balader. Lorsque tu as frappé ma fille à mort, tu reviens au quartier parce que un juge a... je dis encore qu'il faut qu'on fasse... Les féminicides qui reprennent. Il faut qu'on dise aux hommes qui ont pris l'habitude de taper sur les femmes. Il n'y a pas à dire qu'il y a accident. Quand vous commencez à porter des coups, attendez-vous à ce que le pire se produise. Et œil pour œil, dent pour dent. Vous tuez l'enfant d'autrui, le minimum c'est la prison à vie. On ne peut pas comprendre. Mais attends, on va rentrer dans quoi là? Et on me dit que dans cette affaire particulière, le juge serait une femme. Le juge serait une femme.
mon Dieu, est-ce que les choses de dessous de table peuvent arriver à ce point-là? Au point que même votre féminité ne passe pas en avant? Est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que si on en est arrivé là, c'est très grave. Je dis encore que lorsqu'on aura terminé, si tous ces faits sont avérés, même le nom du juge sera prononcé ici. Si c'est avéré. Comme ça, tout le monde dans son tribunal va la regarder en disant « Hé, tu as été capable de faire ça ?» Voilà. Merci beaucoup à vous, Blériot Niémé, pour cette dénonciation. Je pense que, voilà, tout le monde sait de quoi il s'agit. On a donc un cas précis, justement, où un homme aurait été libéré. Pourtant, il aurait tué, voilà, son épouse dans le cadre, justement, des problèmes conjugaux. Et donc, ce matin, on a quand même l'impression que certaines personnes minimisent ces actes graves-là, au point quand même de libérer quelqu'un aussi précipitamment. Alain Douc, voilà, quel est votre... Est-ce que c'est normal qu'après avoir posé un acte pareil, on parle justement de féminicide, que quelqu'un se retrouve en liberté? Parce qu'avec sursis, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que vous êtes libre et que vous pouvez encore commettre ce genre d'acte-là et espérer encore sortir. J'ai été, il faut le dire, doublement bouleversé par cette actualité mortuaire. Tout simplement parce que nous vivons, si vous l'avez remarqué, une situation assez difficile en ce qui concerne les enseignants. Et la dame en question, c'est une enseignante. De regretter mémoire, c'était la défunte Madame Diane Yango. Alors, elle était enseignante. Et vous savez que, d'après les données, on a près de, ou plus de 8000 enseignants qui ont immigré comme ça pour aller chercher un meilleur avenir ailleurs, sous d'autres cieux, en Occident, etc. Bref, il y a une grande désaffection de la fonction publique. On a une enseignante courageuse qui reste dans le contexte qui est le nôtre, et voilà qu'un monsieur avec qui elle a convolé en os lui ôte la vie dans des conditions vraiment incroyables. Alors moi je n'arrive pas à comprendre comment, parce que quand on parle d'un homme, on voit un homme, c'est-à-dire que l'homme a un avantage physique consacré sur la femme. Alors si on en arrive au point où un homme doit recourir à son avantage physique. Parce qu'il voudrait dominer. Oui, sur une femme, j'en ai conclu qu'il n'est pas un homme, en fait. Parce que le vrai homme n'arrive pas à ce point. Si le vrai homme veut démontrer qu'il est fort, il doit se mesurer à d'autres hommes. Pas une femme. Donc, et toute proportion gardée, quand même, si je m'en tiens à des choses que nous avons lues sur le sujet, et le monsieur vient d'une famille où les hommes sont violents. Ça donne l'occasion ici d'interpeller nos sœurs sur avec qui vous vous mettez en couple la plupart du temps. Parce qu'il faut faire attention, il faut vraiment bien observer avec qui vous vous mettez pour ne pas arriver à ce genre de tragédie. Observez bien votre compagnon, celui avec qui vous voulez vous mettre. S'il faut même le tester sur certaines choses pour voir jusqu'où il peut aller. Dans la réactivité. Il faut tester. Oui, voir si il a dans son 5 minutes de folie, comment il peut se comporter et voir si vraiment, s'il a... vous savez, puisque nous sommes à jeudi spiritualité, il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Il vaut mieux être maître de soi que maître d'une ville ». Donc s'il n'est pas capable de faire montre de continence, apprendre à se maîtriser, et qu'il est capable de s'en prendre à vous physiquement, c'est un signal. Commencez à faire vraiment attention et peut-être même à rétropédaler dans la relation. Et vous savez, cela, ça commence souvent dès le bas âge. Parce que moi, je connais par exemple un jeune homme, voilà, qui avait pour modèle son papa qui frappait sa maman. Et il estimait qu'il avait raison de le faire. Et il a grandi. Dans le cas d'espèce, on dit que le monsieur en question qui nous a volé la vie de cet enseignant, de cette compatriote, on dit que justement son père battait. Il était coutumier de ce genre de et donc il s'habitue, il grandit avec ce genre d'image. C'est un modèle. Oui. On se transmet ça de façon atavique dans la famille. C'est comme ça. Et puisque la femme est faite pour être battue, c'est un tam-tam. Exactement. Et puis vous allez même voir des belles-mères qui parfois soutiennent ça, qui disent qu'il faut supporter le foyer, c'est supporter. On ne part pas du mariage parce qu'on a été... je suis une femme. Je suis une femme. Après, c'est pas personne. Parce que dans le cas d'espèce, c'était exactement ça. Maintenant, imaginez donc le tableau. Et venez rajouter donc la situation kafkaïenne de notre justice. Parce que j'aime toujours à le dire,
Mais vous vous rendez compte, si on ne peut même plus recourir à la justice pour dire le droit, mais c'est dangereux. On est en danger. C'est justement le point caractéristique des contextes dans lesquels la corruption a pignon sur rue. Parce que je pense que c'est un cas de corruption qui permet d'arriver à ce genre de situation où le juge n'arrive plus à tenir droit dans ses bottes et à faire ce qu'il faut faire. D'accord. Merci beaucoup pour votre point de vue. Certainement, c'est également la résultante, hein, on va dire quoi, le résultat justement de certaines cultures de violence, hein, justement dans certains foyers, dans certaines familles, comme le disait tout à l'heure Alain Douka. Mon père, il faudrait peut-être à un moment donné revoir les mentalités pour pouvoir prévenir voilà, davantage de ces cas de féminicide, peut-être même déjà les cas de violence qu'on n'arrive pas au féminicide. Oui, tout à fait. Nous sommes choqués d'entendre tout ce qui est en train d'arriver. Si peut-être je ne vais pas m'aventurer sur faire des commentaires de justice, sur les décisions de justice, je veux néanmoins m'interroger sur comment est-ce que c'est possible qu'un assassin, oui, un assassinat soit sanctionné de 5 ans d'emprisonnement. Avec sursis. Avec sursis, ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien eu. Donc, du coup, il faudrait peut-être, je ne sais pas s'il y a des moyens de justice pour recourir. Après, si c'est définitif ou il y a des moyens de faire appel à cette décision de justice qui nous paraît de prime abord être un cas d'injustice. Je voudrais, n'est-ce pas, aussi, en embrayant sur ce que vous venez de dire, n'est-ce pas, dire qu'il y a un problème d'éducation sociale. Parce que dans certaines tribus, chez nous, dans certaines familles, cela est accepté. Battre sa femme ne constitue pas une transgression. Mais de mon âge, n'est-ce pas, de la hauteur de l'âge que j'ai aujourd'hui, de la hauteur du ministère pastoral que je dirige, je ne crois pas que Dieu permet une telle chose. La bastonnade envers une femme demeure. Une transgression. Je suis marié de 24 ans aujourd'hui. Bravo. Et je n'ai jamais posé ma main sur mon épouse. Je m'en glorifie devant Dieu, merci Seigneur. Ce n'est pas que nous n'ayons pas eu des crises, mais les gens ont besoin d'être éduqués, qu'on peut apporter des corrections d'une autre manière et non par la violence. Voilà, c'est ce que je veux dire, lancer un appel comme ça à tous les hommes qui, comme disait mon frère Alain Douc, n'est-ce pas, c'est même une faiblesse, n'est-ce pas, taper sur une femme, c'est comme avouer qu'on est faible, avouer qu'on n'est pas raisonnable, avouer qu'on ne peut pas être chef de son foyer, qu'on n'arrive pas à maîtriser un certain nombre de choses. Et je voudrais dire comme ça à tous ceux qui sont violents, allez revoyer votre façon de faire. D'accord, vous voyez votre façon de faire. Notre invité, le Corpo Tonga, qui est également avec nous, qui va certainement faire une analyse de la dénonciation de ce jour. Moi, je ne vais pas beaucoup entrer dans les détails, parce que je souffre de quelque chose dans ma vie. Vous souffrez de quoi? Quand vous regardez ce qu'on appelle la sphère réflectrice, et que vous avez ce qu'on appelle la glande pinéale, vous êtes l'ennemi de tout le monde. La Bible est claire. Quand vous connaîtrez le Seigneur Jésus-Christ, vous deviendrez l'ennemi du monde. Vous me comprenez? D'accord, c'est toujours en rapport avec la dénonciation? Oui, c'est en rapport avec la dénonciation. D'accord, parce que là... C'est le féminicide. Je disais tout simplement qu'à la suite du pasteur Bayon qui disait tantôt que bon, tant qu'on ne détermine pas les causes de ce qui se passe et tout, bon, peut-être mon mot a été aberrant, je demande pardon. Nous sommes en télémondiaux. Quand ça ne va pas, on demande pardon. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet acte? On ne tape pas sur une femme. La femme est une crevette de mer appétissante. C'est-à-dire, quand vous voyez la femme, vous regardez l'appétit de la vie. Quel est cet auto-envoûtement ou cet envoûtement qui peut vous permettre d'aller taper sur elle comme un tambour? Ça, c'est inadmissible et inacceptable. Mais maintenant, le juge, c'est comme moi aussi je ne veux pas. Le juge, les gens qui ont fait droit parlent souvent de ce qu'on appelle, comment vous appelez ça, circonstances atténuantes. Atténuantes. Lisez le factum du juge.
avant de critiquer sa décision. D'accord, merci. Merci pour votre point de vue. Alors, avec le Rio Nemec, certainement, on va essayer, n'est-ce pas, de prendre voilà, un mot de fin pour essayer justement de voir ce que l'on peut retenir de cette situation. Tout le monde dénonce clairement l'acte du monsieur qui a ôté la vie à sa femme des suites des coups, voilà, de violences conjugales. Et aujourd'hui, ce qu'on déplore, c'est qu'il se retrouve libre, qu'il n'ait même pas eu le temps. Parce qu'après, le temps qu'on vous donne, n'est-ce pas, en prison, vous permet quand même voilà, de réfléchir, de comprendre que vous avez mal fait, peut-être de changer. Mais quand on vous libère aussi facilement, on a l'impression que la personne pourra continuer et se dire que ce que j'ai fait n'était pas si grave. Pourtant, c'est grave. Les femmes sont de plus en plus victimes de violences, de décès. Elles sont tuées comme ça tous les jours. Le bilan s'alourdit et quand même, on a l'impression que rien n'est véritablement fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait également se servir des réseaux sociaux, selon moi, pour pouvoir davantage... Est-ce que ça contribue à davantage dénoncer ce genre de cas ou alors, quelque part, selon vous, ça encouragerait? Alors, l'Afrique est malade d'elle-même. Hein. Lorsqu'on parle de nos grands-parents, de l'Afrique traditionnelle, on ne voyait pas ce que je vois les jeunes Africains faire. Déjà, on était éduqués au mariage. Et les femmes avaient un âge beaucoup plus éloigné de l'âge de leur mari. Il faut qu'on remette des choses dans la... Le mari se comportait comme un père. C'est-à-dire, vous alliez prendre une femme, vous aviez déjà 33 ans, vous la preniez, elle avait 11 ans, le temps qu'elle devienne femme, ainsi. Donc, il était comme votre père. Protecteur. Oui. Il pouvait vous gronder, il arrivait même qu'il vous corrige. Parce que certaines des femmes sont allées en mariage étant les cadettes des enfants de leur mari. C'est un contexte qui a changé. Et à cette époque-là, l'homme était pourvoyeur de tout. Parce que même les Africains qui vivent en Occident disent moi je suis un Bantou, je suis un Bantou. Il fait le 50-50, 50% avec la femme, et il dit qu'il est Bantou. Vous comprenez? C'est-à-dire que chacun paye les factures. Et il est Bantou quand... Non, non. Le Bantou prend tout en charge. Il ne faut pas vouloir être Bantou quand ça te plaît. Il y a un côté Bantou qui te plaît. Et un autre côté qui ne te plaît pas. C'est pas bon. Alors, cette éducation que les gens ramassent, Alain Douk décrivait, parce que papa tapait. C'est vrai, ne dites pas que parce qu'un père t'appelle, le fils va taper. En matière de psychologie, il y a deux réactions. Soit on reconduit les schèmes qu'on a vus, soit on s'y oppose. Oui. Il y a des gens qui sont extrêmement permissifs avec leurs enfants parce que leurs parents étaient trop violents. Exactement. Il faut éviter les deux extrémités. Maintenant, parlant de la femme pour les hommes, la première question que vous devez vous poser est celle-ci. Si j'ai affaire à quelqu'un de plus fort physiquement que moi et que nous avons un différend, comment on le résout? Là, c'est pour la femme. Non, pour l'homme. C'est-à-dire que ceux qui se servent de la violence, oui, ceux qui ont recours à la violence physique, c'est à eux de se poser la question. Ils doivent se poser la question. Si j'ai un différend avec Viviane, comme je crois être plus fort que Viviane, j'use de la force, n'est-ce pas? Sauf que Viviane a juste la bouche. Non, je prends un exemple. Oui. Si maintenant j'ai un différend avec le pasteur Bayon, pourquoi je n'use plus de la force? Donc la force est éphémère et elle est aléatoire. Oui. Elle est même contingente. Il y a même des femmes qui laissent leur mari les taper seulement parce qu'on leur a dit qu'il faut laisser. Il y a des femmes, elles tapent l'homme là. C'est vrai ça? Oui, il y en a beaucoup puisqu'ils sont là dans la boisson. Il y a beaucoup d'hommes là, si la femme le prend même. Moi, ma tante prenait souvent mon oncle, tu vois, et elle soulève et après nous regarde. Voilà, dans les deux sens. Je passe dans les deux sens. Non, je ne suis pas. Il faut bien saisir le fil conducteur. Je veux dire que ce n'est pas un moyen de résolution des conflits que d'user de la violence, puisqu'elle est éphémère. Il faut développer d'autres choses. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'encadre les hommes dans ce... Il faut développer avec les femmes ce qu'on appelle la dépendance affective. D'accord. C'est-à-dire quoi? Il faut tellement choyer votre femme qu'elle soit telle que quand vous voyez comment les Blancs font avec leurs enfants, tu n'iras pas en colonie de vacances. L'enfant a envie comment ça... Si tu dis à un nègre, tu n'iras pas en colonie de vacances. Lui que c'est d'abord que c'est quoi? Qu'est-ce que ça lui apporte? Chez les Blancs, on dit à un enfant, va dans ta chambre,
Il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Si tu dis à mon fils, va dans la chambre, il va casser tout dans la chambre. Ou alors, voilà, cette année, tu n'iras pas en France, tu iras plutôt, je sais pas, en Belgique. Voilà, vous avez juste de pays. Voilà. Vous avez donc saisi la dépendance affective. Il faut que vous deveniez le monde de votre femme. De telle sorte que, comme le disait le poète, un seul être vous manque et tout est depeuplé. Quand quelqu'un vous aime beaucoup, il suffit que vous priviez par exemple votre femme de votre parole, qu'elle dise que waouh, je vais mourir. Et je vous parle là de ce que je fais. Si je me tais seulement, c'est la mort. Si je dis que je ne te parle plus, c'est la mort. Oui, mais parce qu'à côté de ça, vous lui avez donné tellement d'affection que vous lui manquez. Donc, et même beaucoup de parents ne savent pas punir leurs enfants parce qu'ils ne savent pas les aimer non plus. Lorsque vous n'avez aucun autre moyen, un homme qui ne donne pas d'argent à sa femme et qui voit sa femme s'en sortir, il crée entre la femme et lui des relations de rivalité. Tu fais ça pour me montrer que... Alors que montre à ta femme que même si elle a même plus que toi, tu es l'homme, tu vas toujours agir. Ah ben ça va lui manquer. Montre-lui de l'affection. Laissez cette affaire-là. Et pour les femmes, pour sortir, refusez le premier coup. Refusez radicalement, je dis bien radicalement le premier coup. Justement, j'allais envoyer là, vu qu'on en a parlé, pour vous demander, est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Je dis refusez radicalement le premier coup. Parce que les hommes qui promettent de changer ne changent jamais. Refusez et faites-le savoir. Même dans les blagues. Refuser, ça veut dire que vous êtes prêt à partir. Non, ça n'arrive même pas. Je dis que dans vos conversations, si vous entendez seulement le gars dire qu'il avait tapé sur sa... Non, il avait tapé sur son ancienne copine. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites que si tu avais fait ça, c'était là-bas. Et ça ne doit pas être un débat. Il faut, comprenez bien, il faut que ce soit clair que le jour où il porte le premier coup, il va perdre sa femme. C'est tout. D'accord. Refuser le premier coup. Ça veut dire pour les hommes qui giflent même un peu, là, c'est grave. Vous ne voulez pas... Je dis refuser radicalement. Vous n'êtes pas dans une relation de vassalisation où vous discutez avec un être qui dit... Et puis... Non. Ça, c'est même un manque de respect, ce que les gens ne savent pas. Vous êtes déjà des adultes. Même nos grands-enfants, nous ne portons pas main sur eux. Si tu portes main sur un grand-enfant, c'est que tu cherches autre chose. La Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Je ne parle même pas de la femme. N'irritez pas. Ça veut dire ne poussez pas les enfants à bout. Je vois certains parents qui... papa va taper sur sa fille mariée devant les enfants. Tu ne peux pas venir taper sur ma mère parce que tu es son père. Monsieur, on va te maîtriser et te mettre dehors. Donc, refusez le premier coup radicalement. Tu dirais, mais il y a une bantouisation que j'ai souvent vue au sujet du rapport parent-enfant, au point où certains parents, dans la bantouisation en question, te disent, eh ben, écoute, dans nos réalités, je suis ton parent, je suis ton Dieu. Je peux même, je sais pas moi, je peux même te maudire. Balancer de la scatologie au visage et tout ce que tu as fait, c'est simplement faire ça. Mais non, je te dis qu'il y a une bantouisation bête des choses, au point où c'est irritable. Maintenant, sortons de là, pour dire que, Viviane, tu es une femme, tu sais que il y a plusieurs façons de battre une femme sans avoir à lui porter la main dessus. Absolument. Et je vais dans le sens de Blériot. Comme quelle autre façon? Blériot a parlé de privation, d'un certain nombre d'attention, de la parole. Oui. Hein? Et si tu pensez vraiment que de nos jours, priver une femme de votre parole suffit pour qu'elle comprenne la bas bien ailleurs. Non, ne diluez pas ça. Oui. On n'est pas en train de diluer. Non, je vais vous dire, parce que les gens ne vont pas saisir. Oui. Il y a des gens qui vous disent, moi, si mon père ne me parle pas, ça me fait quoi? Moi, si je refuse de parler à mon enfant, il peut se suicider. Je pense que à chaque femme, il faut découvrir, chacun découvre chez ces personnes les moyens de corriger. Diane, tu sais. Donc, la manière dont ça marche chez une femme, ça peut ne pas marcher sur une autre. Il faut découvrir, n'est-ce pas, chez chaque femme, du moins dans chaque couple, comment est-ce qu'on peut résoudre les conflits. Et n'est-ce pas, l'idée de Blériot était tout à fait... en ce qui me concerne, ça marche aussi comme ça. Non, pasteur, je vous assure, ça marche. Si je me tais, c'est très grave. Refusez de manger tes repas. Je ne mange pas les repas, c'est mortel. Pasteur, je vous dis ceci. Sur cette veine-là, ça marche chez toutes les femmes. Le problème, c'est lequel?
au lieu de prendre la femme telle qu'elle est venue, vous devez la transformer. Si vous rencontrez une femme qui a été beaucoup aimée par ses parents et que vous n'êtes pas un cœur aimant, vous ne serez pas à la mesure. Parce qu'une fille qui avait l'affection de son père, elle trouve un rustre. Non, vous ne pourrez pas. Or, une fille, si vous trouvez par contre une fille qui n'a pas été aimée, vous avez une chance. Oui, beaucoup de chance. De lui donner beaucoup d'amour au point que vous deveniez cet être sans lequel. Voilà. Et je vous dis, l'attachement ou bien la dépendance affective est plus que la bastonnade. Il y a des enfants, des femmes qui pleurent parce que le mari a dit je ne mange pas. Maintenant, si tu trouves une femme gâtée dans la famille, on ne mangeait jamais ensemble, on ne faisait rien ensemble. Tu ne la transformes pas. Tu dis, le manque, toi, tu vas pas ressentir le quand tu dis même je ne mange pas, elle te répond que est-ce que la nourriture la suffit même. Elle te répond que est-ce que ça nous suffit. Du coup, elle est insensible en fait, parce qu'elle n'a pas connu ce genre. Parce qu'elle n'a pas. Oui, d'accord, je vous relance tout de suite. Je voulais poser une question à Blériot. Ok, posez la question. Je ne perdrai pas le fil de mes idées. Allez-y. Blériot, vous avez parlé, utilisez encore votre expression là. Laquelle? La sédentarisation sentimentale ou quoi? Non, la dépendance affective. Vous ne pensez pas que ce soit un envoûtement? Oui, mais c'est une forme d'envoûtement. Et l'envoûtement est bien? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est bien. D'accord. C'est une extension du champ lexical. On va prendre quelques réactions. Merci. On va prendre quelques messages. Bonjour le panel. Bonjour à la très rayonnante modératrice. La dénonciation fait simplement état d'un système judiciaire non performant où les juges sont eux-mêmes loin du principe d'impartialité et le système judiciaire, voilà. Merci, c'est le message de Ngambarda Roger, parfait depuis Ngolmakon. D'accord. Ok, on va prendre un autre message. Bonjour Viviane Andrea, à tout votre panel. Le monsieur en question est en prison depuis la mort de sa femme. Il n'y pas sorti, en tout cas il a certainement sauté au mot. Le verdict a été attaqué en appel par les avocats de la victime et le ministère public. Mais pour l'instant, le monsieur n'est pas libre, Yvon de Bépanda. Bien, il ne peut pas être libre tant que le verdict a été attaqué. Bonjour madame, il n'est pas bon de taper une femme, même si de mon côté, c'est elle qui me tape. Mon voisin, quant à lui, ne se fait pas taper dessus, mais la façon que sa femme l'insulte souvent reste à désirer. Heureusement, pour lui, on lui dit qu'il est sous l'effet du charme, c'est qu'il ne voit aucun mal. Bon, il dit qu'il ne voit aucun mal à cela. À chacun ses problèmes. Bonjour, bien Andrea. Nous condamnons avec la dernière énergie tous ces hommes qui lèvent la main sur la gente féminine. Pour le cas du féminicide de Douala, il faut préciser que le monsieur en question a été poursuivi pour coups et blessures, d'où la peine prononcée par le juge. Il est question que l'on requalifie donc les faits pour meurtre afin que la bonne peine soit appliquée. David Juminader. Bonjour, espace miné. Monsieur Niémé, qui semblerait qu'en plus du sursis, il serait juste amendé de 50 000 francs CFA. Je suis partisan du zéro tolérance envers ces meurtriers décomplexés. Il n'y a que la prison à vie qui puisse susciter un semblant de soulagement chez la famille de la victime. Déjà l'année passée, même les 10 ans qu'on avait donnés à l'ancien sous-préfet, voilà, pour meurtre par balle de sa campagne, le sous-préfet de Lukunje, me semblait complaisant. La femme doit être protégée dans ce pays, Bertrand, depuis Marois. Bonjour, la dame si présente très bien l'émission, elle doit rester. Au début... De toute façon, on va continuer avec les messages du débat. Bonjour le panel, bonjour à la très rayonnante modératrice. La dénonciation fait simplement état d'un système judiciaire non performant. Voilà, merci, merci. On va quand même éviter d'avoir des mots un peu déplacés. Voilà, nous sommes quand même en télévision. Bonjour à tout le panel. À ma première lecture, j'ai ri croyant à un fake ou un poisson d'avril. Mais non, c'est bien une réalité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Que son âme repose en paix. C'est déplorable. Car une vie ne coûte pas 52 000 francs. C'est pire encore, cette décision. Voilà, merci beaucoup. Bonne émission. Elle fait nommer nous depuis la Guinée équatoriale. Bonjour au panel. Cet homme mérite la prison à vie, car une fois qu'il y a déjà mort d'homme volontaire, c'est 6 mois d'abord.
Bonjour à tous, bonjour Viviane Andrea. Je voudrais partager avec vous l'histoire d'une amie qui vit une situation difficile malgré le fait qu'elle ait tout ce dont elle a besoin et que son partenaire prenne soin d'elle. Elle n'est pas heureuse et la raison est que le partenaire frappe régulièrement sur elle, parfois même en public. Maintenant, elle est perdue et ne sait pas quoi faire car elle ne sait pas où aller et a peur de retourner dans son village natal. Elle a également un enfant à la charge. Je tiens à souligner que la violence conjugale est inacceptable et doit être condamnée fermement. Il est important de sensibiliser les gens à cette problématique et d'encourager les victimes à chercher de l'aide. Sévian et Yassine de Colmuseng. Justement, peut-être, on devrait également s'attarder là-dessus parce qu'il y a donc des femmes qui ferment la bouche, il y a des femmes qui ne dénoncent pas, par peur, hein, peut-être d'être davantage violentées. C'est la psychologie sociale, vous voyez. Vous le disiez, on a dit aux femmes qu'il faut une bonne femme supporte. Oui, supporte le voilà. Pas à les juger, voilà. Et puis le jugement, c'est tel qu'on tapait ta mère, est-ce qu'elle est partie? Voilà. Non, 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 non. Supporté. Ta mère a supporté. Et autre chose, beaucoup de femmes disent qu'elles font ça pour leurs enfants. Oui, les enfants vont toujours grandir. Celui qui ne grandit pas, c'est qu'il ne devait pas grandir. Parce que si toi tu meurs, qu'est-ce que ça devient? Celle-ci qui est morte, que deviennent les enfants? Ils vont grandir. Ils vont grandir. Et le cancre-là qui l'a assassiné, lui devient quoi? Lui continue de vivre. Il risque même d'épouser une autre femme. Enfants. Voilà. On ne saura même pas ce qu'il a fait dans le passé. Donc voilà, allons donc rapidement. À ce sujet, je vais prendre une métaphore pour traduire le fait que les gens qui pensent que c'est au travers de la violence physique qu'on va résoudre les problèmes, ils perdent leur temps. En réalité, la vraie force ne se trouve pas à ce niveau. Vous voyez le roc, vous êtes tenté de croire, ben, il est fort. Vous voyez l'eau, et vous dites, ah, l'eau, ben, c'est rien, l'eau. Pourtant, l'eau arrive à bout du roc, finalement. Donc la force n'est pas toujours ce qu'on croit. Et je pense que ceux qui recourent finalement en tant qu'hommes à une agression physique sur la femme, ils démontrent simplement qu'ils ne sont pas à jour en ce qui concerne la vraie force. La vraie force, vraiment, on a évoqué des éléments de la vraie force ici. La vraie force, c'est dans l'amour que vous donnez à la femme, sa satisfaction sexuelle, etc. C'est dans l'autorité que vous avez justement sur elle. D'accord, merci pour la dénonciation, monsieur. Un homme battait une sœur jusqu'à la mordre. Paix à leur âme, Ardo de Douala. Et puis il dit, la mère de mon enfant m'a quitté avec pour raison, tu ne m'as jamais tapé. Pourtant les autres gars tapent leur femme. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Merci. Vous voyez donc il y a des hommes bizarres. Le conditionnement social. Il y a des femmes bizarres. Le conditionnement social. Parce que justement, il y a des femmes qu'on retrouve et qui disent que voilà, quand mon homme me tape, c'est une preuve d'amour. Ça veut dire que quand je fais un truc, il est jaloux et elles aiment ça. Quand elle aura des côtes brisées, elle trouvera une hémorragie interne, elle trouvera toujours que c'est cool. Peut-être ce sont les hommes qui ne tapent pas trop. Le comédien camerounais, je pense qu'il s'appelait Ochama. Maître. Oncle Ochama. Il y avait une comédie où il disait, mon mari ne me bat pas, comment vais-je savoir que je peux être protégé en cas d'attaque. En fait, pour la femme, du moins, c'était une comédie qui faisait croire que dans la société, quand ton mari te bat, ça veut dire qu'il est viril. Il est un homme. Mais je pense que, n'est-ce pas, Blérion nous disait tantôt que c'est dépassé. Viviane, si vous permettez, j'ai un souci, pardon, un autre souci, monsieur le consultant, si vous le permettez. C'est pas moi qui donne la parole ici. Je demande à la présentatrice. D'accord, allez-y rapidement, on a plus assez de temps. Blériot, vous êtes consultant et tout, vous avez toute l'expertise requise. Vous voulez me poser des questions? Non, j'ai dit... Non, la présentatrice est déjà là pour les... Je voulais tout simplement dire ceci. Oui, votre rapport, votre dernière prise de parole concernant la dénonciation. Il est toujours dit qu'on ne commente pas les décisions de justice. Allez lire le factum du magistrat qui a rendu sa décision. Non, il n'est pas dit qu'on ne commente pas les décisions de justice. On ne commente pas les procédures pendantes en justice. Ce n'est pas les décisions. Les décisions, on les commande. C'est pour cela qu'on fait appel. On ne commande pas les procédures pendantes en justice. Dans le cas échéant, l'appel a déjà été fait. Oui, bien sûr, le prononce. D'accord. Si on a interjeté appel, ça va? Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. On va donc fermer cette page consacrée à la dénonciation du jour. On retient clairement qu'il faudrait que les hommes, justement, arrêtent d'user de la violence sur les femmes. La femme, c'est le sexe faible. La femme, c'est un être à chérir, à aimer. D'ailleurs, comment arriver à ôter la vie à celle que l'on aime? Ça, c'est quand même incroyable. Donc, on espère que cette histoire pourra également servir de leçon aux autres, là, qui ont tendance à le faire. Et puis, les femmes également qui estiment que, voilà, frapper, violenter, c'est une preuve d'amour. Moi, je pense
pense qu'il faudrait également que les mentalités changent et que l'on comprenne que nous sommes des humains et non des animaux. On devrait voilà, se respecter, s'aimer, se comprendre et trouver peut-être voilà, d'autres méthodes de punition comme nous ont proposé ce matin nos invités sur le plateau. Mesdames, Messieurs, nous allons donc de ce pas prendre la page publicitaire pour faire plaisir à nos annonceurs et partenaires. On se retrouve juste après pour la dernière partie de cette émission consacrée à l'instant de l'analyse. À tout de suite. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. Réabonnez-vous pour profiter d'une offre brûlante avec toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ouais, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Pour relever les défis qui attendent notre pays, les pouvoirs publics font de la gouvernance inclusive et participative une priorité. Depuis plus d'une décennie, le Salon de l'action gouvernementale SAGO, plateforme citoyenne de vulgarisation des politiques publiques, s'active pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Au programme de chaque édition, des conférences publiques sectorielles diffusées en direct, des rencontres et une exposition de l'ensemble des administrations et des organisations du secteur privé. Exclusivement, le SAGO 2025 ouvre ses portes aux PME avec la mise en place du village de la consommation locale. Gouvernons et gouvernez. Ne manquez pas la 14e édition du SAGO placée sous le thème « Le service public à l'épreuve de l'impératif de croissance économique du Cameroun ». Du 19 au 26 juillet 2025 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou sur www.sago.ca. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée, 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne, 954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement, alliant intérieur et extérieur, pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun, aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Et si ta solution venait de Masso Acte 5? J'ai eu 2 millions de francs et puis ça m'a beaucoup relancé. J'avais gagné 500 000. Cette véhicule que vous voyez, je l'ai gagné à Masso. Livrer les clients en temps réel.
La Masso ne ment pas. Je suis convaincu qu'avec la Masso, on passe du rêve à la réalité. Rapproche-toi de nos différentes agences pour souscription et cotisation et saisis cette opportunité le 5 juillet 2025 dès 7h au stade Omnisport à Madoaïdjo de Yaoundé et tu seras certainement l'heureux bénéficiaire de l'une des offres. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Pour tous vos événements administratifs, campagnes de communication, concerts géants, meetings politiques, cérémonies de mariage, une seule adresse. Pro Sound and Light Cameroun. Pro Sound and Light Cameroun met à votre disposition une sonorisation high-tech, piano, console de mixage, ampli, micro HF et ce n'est pas tout. Pro Sound and Light Cameroun, c'est aussi le rendez-vous avec l'écho des haut-parleurs pouvant couvrir des lieux de 500 à 5000 personnes. Briller avec un système de lumière intelligente sur des podiums modulables. Pro Sound and Light Cameroun est situé à Olembe, Dubai City. Contact 654 85 81 03 673 58 07 62. Pro Sound and Light Cameroun, animez vos événements avec le bon matériel. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infarct et de la longévité. Bon, on tourne sur le plateau de Espace Miné, très chers téléspectateurs. Allons-y donc avec cette dernière partie consacrée à l'instant de l'analyse. Oui, ce matin, notre thématique nous amène à parler une fois de plus d'exorcisme pour savoir si voilà, il s'agit d'un mythe ou alors d'une réalité. Alors, et forcément, pour mieux comprendre le sujet du jour et essayer de répondre à la question posée, il est important de connaître de quoi est-ce qu'on parle. C'est quoi l'exorcisme dans la cosmogonie? Justement, comment peut-on expliquer le mot exorcisme? Alain Douk. Oui, on va simplement donc faire un rappel, je le disais, à la dernière édition de cette émission, jeudi passé, parce qu'il faut toujours rentrer aux étymologies avant une appropriation actualisée d'un substantif, toujours rentrer originellement pour voir ce qu'il voulait dire en réalité, ce qu'il a à nous apporter. Donc je disais qu'il y a donc deux racines, grecques et latines, qui nous permettent de comprendre en réalité de quoi il est question lorsqu'on parle d'exorcisme. Donc c'est un acte par lequel on amène une entité ou une personne, n'est-ce pas, à obéir dans le sens qu'on veut, en prêtant un serment, en donnant sa parole. Donc, aujourd'hui, l'exorcisme, c'est un acte par lequel une personne entend, par conjuration, essayer d'extirper le démon ou une entité non désirable ou une personne à sortir d'une autre personne ou de quelque chose. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand même, puisqu'on a l'apôtre Guy Bayon avec nous ce matin, peut-être prendre une définition de la pratique de l'exorcisme. C'est quoi l'exorcisme? Tout à fait, n'est-ce pas? En embrayant sur ce que Alain disait tout à l'heure, je veux simplement apporter la perspective chrétienne. Parce que il s'agit, n'est-ce pas, si on prend d'une définition globale, on va dire, c'est appliquer un certain nombre de rituels dans le but de faire sortir un esprit qui aurait possédé une personne. Mais la pratique de l'exorcisme en milieu chrétien, c'est plutôt l'exercice d'une autorité, de l'autorité divine dans le but de soumettre un esprit qui lui-même aurait soumis, n'est-ce pas, une personne. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas que j'exerce des pratiques.
que je fasse des choses pour avoir le contrôle, mais il s'agit que ma présence, l'autorité qui est dans ma vie, dans mon ministère, n'est-ce pas, je puisse imposer à un esprit qui possède quelqu'un d'obéir à ce que je lui dis. Si je lui dis, allez monsieur, tu sors, il doit partir. Pas que je sois en train de pratiquer des choses qui soient le contraignent à partir. C'est un peu ça la perspective chrétienne de l'exorcisme. Merci beaucoup. Je pense qu'avec ces deux approches, on a une définition assez complète de l'exorcisme ce matin. Mais quand même, la dernière fois, on parlait justement de cette procédure-là qui consiste justement à exorciser quelqu'un. Et ce matin, j'aimerais poser la question à vous, une fois de plus, est-ce qu'on peut réellement extirper, n'est-ce pas, d'un individu, un esprit, un mauvais esprit? Est-ce que véritablement l'esprit sort? Oui, tout à fait, parce que l'homme a été créé pour être libre. Et quand vous lisez les enseignements bibliques, vous voyez que l'homme est le chef-d'œuvre de Dieu qui, au milieu de toutes ses créatures, et donne à l'homme une place particulière qui fait en sorte que même un ange n'a pas une position au-dessus de l'homme. C'est dans la pensée de Dieu, un ange qui est un être transcendant, qui est un être supérieur, n'est-ce pas, n'a pas plus d'importance qu'un homme qui, lui, a été créé à l'image de Dieu. Ainsi, un ange, du moins une entité, un esprit, ne devrait pas posséder un homme. L'homme devrait être un maître de ce qu'il veut, de ce qu'il dit, de ses choix. Si un esprit vient vous imposer une façon d'agir, alors cela n'est pas correct. Et c'est pour ça que le ministère, nous utilisons beaucoup plus le terme, le ministère de délivrance, vient, n'est-ce pas, remettre les pendules à l'heure où on redonne à un homme sa liberté de faire ce qu'il veut, sa liberté d'aimer Dieu, sa liberté de ne pas faire ce qu'un esprit lui indique de faire, parce que on va comprendre dans le ministère de délivrance, dans les exorcismes, que certaines personnes qui ont des comportements déviants ne sont pas maîtres d'eux. Vous voyez quelqu'un qui va s'enivrer. Le soir, il se met la main dans la tête et il regrette pourquoi il s'enivre autant. Quelqu'un qui va se droguer, quelqu'un qui est dans toute forme d'actes immoraux, parfois se retrouve dans une situation où il a l'impression que quelque chose, chaque fois qu'il passe aux actions, ces choses, il y a quelque chose qui se saisit de lui et l'entraîne jusqu'à ce qu'il ait, n'est-ce pas, assouvir tous ses désirs charnels, et puis il se met tout de suite à regretter. Et il va même vous dire que je ne sais pas ce qui m'a pris. L'expression « je ne sais pas ce qui m'a pris », pourquoi je me suis comporté comme ça. En fait, on va découvrir qu'à un certain moment, certaines personnes qui sont, n'est-ce pas, possédés par un esprit particulier, pas sous contrôle. Cet esprit utilise la volonté, utilise, n'est-ce pas, l'intelligence d'une certaine personne pour accomplir un certain nombre de desseins iniques. Donc c'est pour ça que je voudrais dire que, effectivement, dans le cas d'espèce, il faut chasser cet esprit-là pour libérer un tel homme. Et c'est très possible que quelqu'un qui a été possédé, je connais parce que j'ai pratiqué ça pendant tout l'exercice de mon ministère, n'est-ce pas, certaines personnes qui étaient possédées ont été totalement libérées. D'accord, merci beaucoup mon père pour votre rapport ce matin. Alors Koko Tongueur, nous sommes là, nous vivons sur la terre, le Seigneur, il a créé le ciel et la terre, mais aujourd'hui on parle de mauvais esprits qui posséderaient, qui envoûteraient les autres. Qui a créé le mauvais esprit? D'où est-ce qu'il sort le mauvais esprit, Koko Tongueur? Viviane, pardon, je vais prendre 5 précieuses de vos minutes. C'est-à-dire, quand les gens lisent des choses, ils ne pratiquent pas. Ils viennent apporter les connaissances livrées. On est là en pratique, hein? Je ne blague plus. Le démon est mauvais. C'est une question? Changez-moi démon, ça ne donne pas monde. Le monde est mauvais. J'ai dit interviewer l'ordre. Démon, ce n'est pas monde. Mais l'on parle du démon, on parle pas du monde. Le démon n'est pas mauvais. Comment ça, le démon n'est pas mauvais? Si le démon était mauvais, l'obscurité également devrait être mauvaise. Voici votre lampe torche. Vous l'allumez là en journée. Elle a de la valeur. Il faut l'obscurité, non? Et vous allez dire que l'obscurité est mauvaise. Non, 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 non.
Alors, mais ça répond Quand vous à la dites question. exorcisme, c'est quoi par définition? On dit chasser le démon. Oui. Si vous chassez le démon, vous allez vivre où? C'est-à-dire? Le démon n'est pas le monde. Ça, non, vraiment. C'est un peu sérieux quand même ce je donne ma petite expertise, je parle. Oui. Le démon n'est pas mauvais. Interverser l'ordre des mots. Démon. Vous avez vu accent aigu là-bas. Mais attendez, si vous dites que le démon n'est pas mauvais, excusez-moi, ça veut dire quoi? Le démon possède, il envoûte, il vous permet d'agir, de faire les choses que vous ne voulez pas faire. Un monde, vous constituez un monde. Vous connaissez la définition de l'envoûtement? L'envoûtement, c'est la confiscation d'une volonté dans un sort. En ce sens que la personne envoûtée est agit, car désormais incapable d'agir de sa propre initiative. Et est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est normal? Mais j'ai posé une question tout à l'heure quand Blériot était en train de procéder à une certaine analyse. Vous me comprenez? On dit exorciser, c'est chasser les démons. Dieu vous a envoyé sur la terre chasser le démon. Si le démon était mauvais, Dieu lui-même l'aurait chassé. C'est pour ça que les gens meurent étant foudroyés et tout. Même Satan n'est pas l'enfant de Dieu. Alors c'est pour dire quoi? Que l'exorcisme est un mythe, ça n'existe pas. Est-ce que s'il n'y a pas de démon, ça veut dire qu'il n'y a rien à chasser? S'il y a la lumière, oui, c'est parce qu'il y a l'obscurité. S'il y a le mensonge, c'est parce qu'il y a la vérité. Vrai ou pas vrai? Mais c'est de comparer. S'il y a la femme, c'est parce qu'il y a l'homme, non? Comment vous trouvez que quelqu'un a créé son monde? Vous venez escrayer les gens. Ça, c'est des conneries. Exorciser, chasser alors le démon. Le monde aussi va disparaître. C'est pour ça que quand un prêtre ou un pasteur est là, on les gifle, comme une entité vient. Ça les frappe, quelqu'un va mourir, même dans la Bible, voici le pasteur Bayon. Il y a une anecdote là, pardon. Le type dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi qui veux m'exorciser, tu es qui? Vous connaissez ça quelque part dans la Bible, non? Il dit, je connais l'apôtre Paul, je connais Jésus, mais toi qui viens là, tu es qui? Le type a été copieusement giflé, hein? Copieusement. Coco Tonga, s'il vous plaît, avant de poursuivre, j'ai l'impression, on n'a pas la... Je vous ai posé la question de savoir d'où sort le mauvais esprit. Qu'est-ce qu'on retient? Qui crée le mauvais esprit? Le mauvais esprit n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce que les prêtres, les pasteurs enlèvent justement en des personnes possédées, en des personnes envoûtées? Je vous dis qu'en des termes très simples, oui. La définition de l'exorcisme là, chasser les démons. Si on chasse les démons, le monde ne va plus exister. Et ils vont travailler où? Ils ne vivent pas dans le monde. C'est pour dire quoi exactement? C'est pour dire ceci. On attend 18h, 19h. Vous éclairez là, monsieur Yemen. Vous aurez quoi? La lumière. Celui qui ment a en face de lui quoi? La vérité. Dieu crée les choses en paire. Pourquoi? Parce qu'il veut que lorsqu'il se manifeste, que l'on sache que c'est lui qui a son omnipotence et des autres attributs moraux que vous avez, l'omnipotence, l'omniscience et tout. Vous ne pouvez pas extraire ça, madame. Dans la définition de l'exorcisme, démon, chasser les démons. Celui qui chasse les démons va tuer le monde. Or, Dieu ne peut pas accepter que son monde disparaisse. Pardon. Et ils disent par les prières. S'il vous plaît, madame, pardon. On dit la prière est un acte religieux par lequel on s'adresse à Dieu. Madame, prenez votre corps là. Vous pouvez porter le Saint-Esprit en vous. Que le soleil brille là, même à 14 heures. C'est pas vous qui allez faire, il fait chaud dehors. Le Saint-Esprit brille comme ça 10 000 fois plus que l'énergie électrique. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va vous repasser la parole. Hein. Voilà, vous n'allez pas la monopoliser. Merci beaucoup avec les Runyémé qui n'a pas encore dit son mot. On va donc poursuivre, hein, même si vous pensez que le mauvais esprit n'existe pas. D'autres pensent que le mauvais esprit il existe. Et d'ailleurs, moi j'aimerais savoir comment est-ce qu'il se manifeste dans un corps, le mauvais esprit. Sachant que s'il y a le mauvais esprit, il y a quand même aussi le bon esprit à côté. Maintenant, comment est-ce qu'il se manifeste? Comment est-ce qu'on a même le mauvais esprit? Est-ce qu'on te donne le mauvais esprit? Est-ce qu'on te lance ça? Ça commence comment? Parce que vous êtes également un ancien pasteur, ça il faut le dire. Oui, mais que ce soit dans la perspective chrétienne ou dans la perspective africaine, les entités ont des lieux où elles doivent habiter. Dans la Bible, il est dit quand on chasse, parce qu'il a fait une sorte de démonstration spécieuse. Quand démon devient monde, en anglais, demon,
ce n'est pas Walt. Vous voyez. Donc, cette façon de faire là ne donne pas tout. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est encore que ça donne mondé et non monde. Bon. On maîtrise la langue. Mais non, le son même. Mais accent aigu là-bas dans le... Voilà. Il y a des mondes. Ah, accent aigu, monsieur. Allons-y. Dans la perspective chrétienne, il y a des sphères spirituelles. Et les esprits doivent rester dans leur demeure. Chaque fois qu'ils ont tenté de quitter leur demeure pour aller ailleurs, la Bible leur a interdit cela. Avant même d'envoûter les gens. La plus grande catastrophe dans la Bible, c'est écrit, c'est lorsque les fils de Dieu ont décidé d'aller avoir des rapports avec les filles des hommes. Cela a donné une race bizarre, dans la Bible on a appelé les géants et tout cela. Donc, ces anges, ces colonies, ces légions d'anges qui ont été chassés dans le combat spirituel ont été envoyés dans les bas mondes. Vous voyez? Ils doivent rester là-bas. Mais ils refusent évidemment de rester là-bas. Comme aujourd'hui dans le monde réel. Nous avons des animaux que nous appelons domestiques, n'est-ce pas? Oui. C'est ceux qui vivent avec nous. Les animaux sauvages, nous devons les domestiquer et les mettre dans les cages. L'homme a fait reculer les autres êtres qui apparaissaient violents. C'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Quand tu quittes ta sphère pour venir, les esprits n'ont pas vocation à venir nous habiter ou à venir prendre en otage nos corps. Quand cela se produit, je parle là de la perspective chrétienne, le premier miracle que Marc annonce, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, donc parlant comme Jésus. Premier miracle, ils chasseront les démons. C'est-à-dire que les démons quittent très souvent leur lieu pour venir habiter les hommes et ils doivent être chassés, non pas pour quitter le monde, mais pour retrouver leur lieu de vie. C'est pour cela que dans une des séances d'exorcisme de Jésus, Jésus a fait plusieurs séances d'exorcisme. Il a chassé des démons et il les a envoyés où? Dans des ports. Les gens concluent... Mais moi, on entend souvent les pasteurs, les prêtres dire qu'ils envoient les démons au bas de la croix. Non, on peut les envoyer, la Bible permet de les envoyer à plusieurs lieux, des lieux arides, des lieux de souffrance. Mais ce n'est pas hors du monde, parce que le monde c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Mais c'est qu'ils aillent dans leur monde à eux. C'est cela l'exorcisme. Ça se pratique donc. Maintenant, dans la perspective africaine, il y a plus souvent des envoûtements. C'est-à-dire que vous avez une personne qui décide d'utiliser l'énergie mystique qu'elle met dans un enfant ou dans une autre personne pour que l'enfant manifeste des comportements qui le dépossèdent de lui-même ou que la personne manifeste des comportements qui la dépossèdent d'elle-même. Il s'agit d'extirper cette mauvaise énergie pour que la personne redevienne ce qu'elle était avant. C'est ce qui se passe. D'accord. Alors, mon père, certains, malgré tout ce qui est dit, pensent quand même que certains, je sais pas, spiritualistes en font un business et que parfois c'est tout un cinéma. Pourquoi d'autres ne croient pas justement à ces formes d'exorcisme-là? Non, ce que je veux dire, c'est que, en effet, certains profitent de la naïveté de certaines personnes pour, n'est-ce pas, se faire de l'argent. Mais il faut dire que quand j'entends des gens parfois nier le fait qu'il existe des phénomènes de possession, ce n'est pas du tout correct. C'est pas correct. Je me souviens, laissez-moi vous faire cette anecdote, une dame qui est venue et elle m'a soumis son problème et quand je l'ai écoutée, je me suis dit, cette femme-là, elle est bien possédée. Et je lui dis, bon madame, quand nous allons nous mettre à prier, tout peut arriver, ça peut passer comme rien du tout, mais aussi, vous pouvez vous retrouver à terre en train de vous enrôler et elle m'a ri au nez. Bon, moi j'ai rien dit et puis on a procédé à la prière. Quand elle a senti que quelque chose sortait d'elle, d'abord elle a frémi, elle a senti que quelque chose sortait d'elle et puis elle s'enrôlait partout. Donc pour dire que parfois les gens ne sont pas conscients eux-mêmes de ce qui motive parfois les tendances qu'ils ont. Et vous savez, beaucoup sont dans la transgression. C'est aussi pour dire comment est-ce que ces démons viennent. Ça vient par des portes qui sont des transgressions, parce que notre monde est un monde de loi.
N'est-ce pas, tout à l'heure, Blériot disait, les esprits ont des demeures. L'esprit de l'eau, c'est pas comme les esprits qui sont dans les airs et tout. Donc, si l'esprit de l'eau est là, il a sa limite là, il doit pas traverser là. C'est là qu'il doit demeurer. Il y a certains qui ont transgressé et ont été mis en réserve quelque part d'après les Écritures. Pardon, pasteur. D'après les Écritures, excusez-moi, madame, pasteur, c'est ça qui m'énerve. Ne vous énervez pas, discutons. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que les Écritures sont claires là-dessus. C'est-à-dire que Dieu a vous avez un jour, on va vous passer la parole. Dieu a un jour qui est un jour de jugement. La Bible dit que ceux qui ont transgressé sont réservés, n'est-ce pas, pour la perdition dans les abîmes. Donc il y a un moment donné où certaines choses vont être faites. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Et ainsi, certaines personnes, au travers soit des invocations, eux-mêmes, ils vont chercher ces entités pour venir travailler avec eux, pour leur donner, communiquer des pouvoirs. D'autres, c'est au travers des transgressions. Parce que notre monde est fait de lois. Vous ne pouvez pas faire sur la terre. Si vous êtes sur le plateau aussi, il y a des règles. Si vous vous amusez, vous pouvez être sanctionné. Donc, il y a un ensemble de choses. Donc, les esprits, c'est comme ça. Quand quelqu'un transgresse une loi, il peut être habité. D'accord, merci beaucoup pour cet apport-là. Alors, dites-nous, est-ce qu'un prêtre ou un homme spirituel peut également être possédé? Oui, tout à fait, parce que c'est aussi un être humain. Et je vais vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il est quelqu'un de correct. Je disais tantôt qu'il y a des gens qui sont des transgresseurs, c'est-à-dire ils vivent une vie de transgression. Et je vais même encore, je peux vous donner plusieurs anecdotes parce que je suis dans le métier. Vous allez voir qu'il y a des hommes qui ont un manteau de religieux, mais qui commettent des choses extrêmement graves. C'est pour dire qu'à un moment, vous pouvez voir, ce n'est pas parce que quelqu'un est habillé en robe pastorale qu'il est effectivement un pasteur. Un exemple. Voilà, il est un exemple. Donc il peut être lui-même possédé. Il est arrivé des pasteurs qui sont eux-mêmes venus en délivrance. Parce qu'il a subi quelque chose, il vit quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler. Et là, c'est votre pasteur qui va le déposséder? Oui, en effet, parce que ma compréhension de la chose, c'est que comment pouvez-vous chasser un esprit sur lequel vous n'avez pas une autorité? Il faut toujours une personne d'autorité pour pouvoir expulser, n'est-ce pas? C'est hors la loi. D'accord. Ok, merci beaucoup. On va prendre quelques réactions. Bonjour le plateau. Chez nous en Afrique, on ne plaisante pas avec ces histoires. Les grands-mères ont toujours une bouteille d'eau bénite planquée sous l'oreiller. Les pasteurs ont aussi un business florissant, délivrance express. Mais alors, est-ce que c'est du cinéma ou du concret? D'un côté, la science crie à l'arnaque, expliquant qu'un bon nombre de possédés souffrent en réalité de troubles psychiatriques. Mais d'un autre côté, va dire ça à Tata Germaine qui a vu son neveu parler en latin après avoir croqué un os de poulet au village. Là, même le plus sceptique attrape sa Bible et commence à réciter le psaume 91. Les églises de réveil, elles ont fleuré le bon filon, elles organisent des opérations de délivrance digne d'un film de Nollywood. Cris, convulsions et pasteur qui expédie les démons aussi vite qu'un vendeur de beignets vide sa bassine le matin. Mais attention, derrière ces mises en scène parfois exagérées, il y a une vraie question sociologique. L'exorcisme est souvent le seul recours face à l'inexplicable. Que ce soit un comportement étrange, une maladie soudaine, une malchance persistante dans nos sociétés où l'invisible cohabite avec son quotidien, l'explication spirituelle est toujours à la portée de Massichala, à Siéné, Yvon de Yaoundé. Quelqu'un voudrait placer un mot par rapport à cela parce qu'elle évoque quand même... À part la définition, tu ne m'as pas donné la parole. À part la définition. Allez-y, vous avez la parole. Il y a quelque chose qui s'est dit qui ne reflète pas exactement la réalité. Vous savez, lorsqu'on parle des anges, c'est une réalité incontestable parce que même chez les cartésiens, ils devront avouer que la sphère ostensible et visible n'est pas la seule réalité de ce monde. Il y a une sphère invisible. Alors, dans la Bible, lorsque vous êtes dans Apocalypse 12, vous vous rendez compte qu'on dit qu'il y a des entités qui ont été rejetées du ciel, lieu inaugural de leur demeure. Ils ont été poussés vers la terre, ils ont été expulsés pour la terre. Il y a même une mise en garde prophétique contre la terre pour leur dire, ben voilà, vous êtes en danger puisque ces entités ont été envoyées vers vous. On dit qu'ils représentaient un tiers
du nombre de ces entités dans le ciel. Le 1 tiers en question, vous allez voir que certaines écoles de mystère traduisent bien cette réalité, nous la restituent pour corroborer véritablement l'autorité de la Bible sur le sujet. Lorsque vous entendez parler du rite écossais de la maçonnerie, vous avez 33 degrés. Le 33 qui revient, on a fait le parallèle avec l'âge de la mort de Jésus, mais cette réalité sur ces êtres aussi peut transparaître au travers de ce nombre. Pourquoi? Parce que le tiers, lorsque vous faites la décimale, vous faites le ratio, bah, ça donne 0,33. 0,33 en pourcentage, c'est 33%. On se dit, ben, est-ce que finalement, ce n'est pas cette réalité sur ce nombre d'anges qui ont été rejetés vers la terre qui nous est restitué à ce niveau? Merci Alain. Donc merci. On va prendre quelques questions pour répondre rapidement. Oui, vous allez revenir, ne vous inquiétez pas. Alors bonjour le plateau, très belle émission. S'il vous plaît, ce débat nous est très bénéfique. Il dit dites-nous réellement qui a créé les démons. Je pense qu'on a essayé de répondre. Il dit pourquoi ils prennent possession de l'homme alors que l'homme est à l'image de Dieu. Voilà. Je peux continuer. Et okay, là, si vous avez beaucoup de choses qui se sont dites. On va essayer de faire les choses à la ramasse. Pour dire que quoi? Déjà, retenons que les anges en question déchus, c'est-à-dire que ceux qui ont été chassés, c'est eux que nous appelons les démons. C'est-à-dire qu'initialement, ce sont des anges, mais qui se sont rebellés. Voilà. Donc, du coup, ils sont donc du côté de la rébellion, donc on représente symboliquement par les ténèbres. Alors, ce sont des êtres asexués. J'insiste là-dessus. Parce que si on ne voit pas ça comme ça, on prend Jésus-Christ lui-même à défaut. Puisque dans Marc 12, Jésus donne un enseignement justement sur le divorce, où on lui pose une question captieuse pour essayer de voir si une femme a épousé 6-7 personnes. Au final, lorsqu'il y aura donc eschatologiquement la rétribution de tout et le paradis, elle sera l'épouse de qui? Je chute. Oui, et il fait comprendre que, ben écoutez, elle n'a pas à être l'épouse de quelqu'un, eschatologiquement. Pourquoi? Parce que nous serons comme des anges. Les anges sont asexués. Donc du coup, il n'y a pas possibilité de comprendre le passage de la Genèse qui dit que les fils de Dieu, les anges se sont associés, se sont liés à des femmes pour faire une lignée d'hommes qui étaient des géants. Ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre. C'était effectivement des fils de Dieu, en ce sens que n'oubliez pas, même nous, en tant qu'hommes, la Bible dit que nous sommes des fils de Dieu. Merci, on sait que vous êtes très calé en spiritualité. Non. Oui, allez-y, parce que justement, c'est très vite à l'Indou. Lorsque les anges rendent visite à Lot, et que à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que les populations disent? Fais-nous sortir ces gens pour que nous les couchions. Oui. On pouvait coucher des gens qui n'ont pas de sexe. Mais c'est des anges qui prennent une apparence corporelle. Oh ben c'est ce qu'on te dit, donc c'est cette apparence qu'ils avaient. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent avoir des relations sexuelles. Ah, attends. Sinon le Christ dans son enseignement dans Marc raconte des bobards. En fait, c'est bien cette apparence-là. Là, vous donnez des noms aux anges, n'est-ce pas? Vous appelez tel Gabriel. Vous appelez tel Michel. Faut choisir. Non, mais quand vous les appelez, ça veut dire que vous les sexualisez. Non, mais attends. Vous les appelez comment? Les sexualiser ne veut pas dire qu'ils ont un sexe. Oh ben, on va rentrer dans les anthropomorphismes. Oui, parce que là, c'est là où tu veux Monsieur Alain Douc, les relations sexuelles... Anthropomorphiser un ange veut dire que c'est quelqu'un qui peut avoir un rapport sexuel. C'est la question. Je peux te répondre. Est-ce que pour avoir un rapport sexuel, il faut avoir un sexe? Bien sûr. Dans les rêves, les rapports mystiques. Les rapports mystiques, quand on parle de rapports mystiques, les maris de nuit, l'éducation, dans le rapport de nuit, justement, il y a un sexe. Est-ce qu'il y a un sexe? Dans le rapport de nuit, je dis bien, il y a un sexe. Qui t'a dit qu'il y avait un sexe? La répercussion de votre corps éthérique, lorsqu'on est dans la nuit, c'est-à-dire que les vibrations de toutes vos cellules. Vous avez pas vu votre corps éthérique? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez déjà vu votre corps éthérique? Madame, je vois qu'il faut être clair. D'accord, s'il vous plaît, dites-moi. Alors, est-ce qu'un animal comme le chat ou le chien peut également être possédé? Viviane, on tranche là. Un animal. Il ne faut pas aller lire les choses de Tonga. Alors, justement, cette question s'adresse même à vous. Est-ce qu'un animal comme le chat ou le chien peut être possédé? C'est des animaux qu'on possède très facilement. Ce sont les véhicules. Oui. Les véhicules des énergies négatives au travers desquelles, lorsque vous entrez en contact, le chien qui vous fait ça, ou la tortue, le chat qui fait ça, parce qu'on a ce qu'on appelle en bas ça un bon maquis. Si vous prenez par exemple, vous voyez les moustaches du chat là, soit vous bombardez ça dans le corps, vous ne vous faisiez que le sang jusqu'à votre mort. Hein.
Si vous me donnez la minute là, pardon madame. Les maladies, ce sont les maladies mystiques. Vous avez déjà... Les maladies mystiques. Qui de nous mais ici... si vous dites que le démon n'existe pas, vous croyez je suis en pleine démonstration. D'accord, allez. Qui de nous ici a déjà bu le vin de palme? Qui lève la main? Qui a déjà bu le vin de palme? Avançons. Je vais donc vous montrer que vous ne pouvez pas maîtriser la Bible. Le blanc nous trompe pour rien. Quand on dit vin, V-I-N, il faut la vie, il faut le raisin. Mais quelqu'un boit la sève du palmier fermenté. Il appelle ça vin de palme. J'ai pitié de vous. L'enfer. Moi, jusqu'à pareil moment, ma mère a environ 80 ans. Je trouve son porte-monnaie, je vole. Elle a creusé un trou là-bas. Elle a mis le feu. Reste des vipères, aussi méchants que vous êtes. Qui peut donner des pierres à son fils quand il demande du pain? L'enfer. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va faire un dernier tour de table pour sortir complètement. Ce sera en 1 seconde. Alors, je vais commencer par voilà l'apôtre qui est avec nous ce matin. Alors, on reste quand même dans le débat de base. Exorcisme, mythe ou réalité? Qu'est-ce qu'on retient, mon père? L'exorcisme est une réalité qui doit être, n'est-ce pas, valorisée. Mais les approches de spiritualité, les approches spirituelles par rapport à l'exorcisme sont différentes. Donc vous voyez déjà, on a de grandes divergences entre est-ce qu'on croit les anges existent, est-ce que voilà, sur les questions spirituelles, voilà. C'est pour ça, c'est de là que découle, mais une réalité demeure. Et c'est que sur le plan social, sur vous-même individuellement, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui parfois reste inexpliqué. Et c'est ce que la parole de Dieu explique très très bien. Jésus est venu montrer, l'une des choses que Jésus est venu faire, il est venu démontrer que l'homme peut avoir le pouvoir de dominer sur quelque chose qui le contrôle indûment. Merci mon père. Alors il y a des personnes qui voudraient entrer en contact avec vous. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Oui, tout à fait. Les gens peuvent appeler. Merci, Koko Tonga. Votre tour de parole arrive. Nous aimons beaucoup Koko Tonga. Nous aimons beaucoup. Donc, pour dire que mon numéro de téléphone, c'est le 677 55 36 75. Vous pouvez me faire un message, nous allons répondre. Merci, mon père. Alors, Alain Douk, votre mot de fin, s'il vous plaît. Je vais juste un tout petit peu. Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y aura peut-être un acte 3, je n'en sais rien. Vous savez que la spiritualité voilà, mais toujours est-il qu'on a fait un amalgame historique dans l'évolution dynamique de la langue en voulant associer le substantif nominal exorcisme à l'acte souverain qui a lieu pour les suiveurs de Jésus, ses disciples, et qui veut qu'il ordonne par l'autorité par laquelle ils ont été investis de la part du Christ, qu'ils ordonnent à des démons de quitter des humains. En fait, il ne faudrait pas faire d'amalgame, parce qu'il y a une pratique. Quelqu'un a cité le texte que j'ai cité la semaine passée. C'est la conclusion. C'est la conclusion. Des gens pratiquaient des exorcismes avant, dans cet épisode-là. Et il faisait ce qu'il faisait, il y avait des rituels, etc. Et d'ailleurs, je vous prie d'écouter ce message, si vous voulez s'adresser à vous. Il dit que, justement, en plus de dire qu'il n'invitait plus l'homme au chapeau, c'est son point de vue. Alors, donc, les musulmans pensent qu'après la mort, on aura des rapports sexuels, donc on sera des êtres sexuels, monsieur. Toutes ces cacophonies sont dues au fait que le noir a embrassé des histoires qui ne le concernaient pas. Maintenant, est-ce que je peux répondre à votre spiritualité? Justement, l'histoire des 72 vierges, qui seront la rétribution de tous les croyants dans l'islam. C'est une falaise. Puisque dans le cours de la révélation, si d'ailleurs il y a eu révélation pour obtenir la religion qu'est l'islam, il y a le fait que c'est une maïeutique de la foi, en fait de la longue histoire qui part de la Torah pour la Bible, et puis finalement on est l'islam. Donc tu ne peux pas venir, tu es né de quelqu'un, et puis tu dis que lui, il n'a rien dit. Il faut éviter la guerre des religions. Non, justement. Oui, tu n'es pas musulman. Il faut éviter la guerre des religions. C'était pour conclure. C'était pour conclure d'ailleurs. Merci pour le jour, vous avez pris assez de temps. Vous sortez de quelqu'un. Vous ne pouvez pas venir dire après que la personne qui a eu la première révélation avant vous était totalement à côté de la plaque et que vous êtes dans le courant de cette révélation. Donc c'est pour traduire cette ambiguïté. D'accord, merci beaucoup Koko Tonga pour votre mot de fin, parce qu'on sait quand même que le démon c'est le diable. Et le diable, je crois que c'est Dieu qui l'a créé, et voilà, donc du coup voilà. Votre mot de fin. Ne confondez pas le démon au diable. Le diable c'est le diable, le démon est le démon. D'accord, votre mot de fin. S'il vous plaît, je remercie, je demande... En une minute, vous avez une seule minute. Même 30 secondes. Oui. Je demande pardon si j'ai eu des déviances de langage à tout le monde.
Je demande pardon, je m'en excuse. Merci, mais je continue de vous dire que l'activité qu'on appelle exorcisme, c'est une activité d'escroquerie spirituelle pour les gens qui ne veulent pas élever leur âme et dire à Dieu, Dieu a dit, tu as été fait à mon image. Il n'y a aucun intermédiaire là-bas pour te dire, machin, lui là, les deux. Mais ouvrez le psaume 51. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Celui qui vient d'exorcer, lui, il est propre. Ah, vous choisissez ce qui vous arrange dans la Bible, finalement. D'accord, merci beaucoup, Koko Tonga, pour votre... merci. On va conclure. Il y a tellement de questions, beaucoup qui aimeraient savoir pourquoi d'autres ont la possibilité de voir tout ce qui se montre, par exemple, dans le monde invisible, et d'autres pas. Ils veulent qu'on ouvre leurs yeux aussi. Non, non, on n'est pas tous les mêmes. On est créés par Dieu. Oui, mais non, non. Il y en a qui ont voulu voir quand on leur a montré, qui ne veulent plus voir. Roger Emile depuis Douala. Si tu veux voir, il y a des conditions pour voir. Mais il y en a qui sont nés en voyant sans remplir certaines conditions. Mais c'est comme l'intelligence, non? Pardon, madame. Il y en a qui ont eu une intelligence naturelle au-dessus de la normale. On doit accepter cela. Il faut accepter. Il faut même, moi, je décourage même les gens à chercher les choses qui ne sont pas leur don naturel. D'accord. Merci beaucoup. Alors, votre mot de fin, exorcisme, mythe ou réalité? Non, c'est une réalité, sauf qu'elle est souvent galvaudée par les vendeurs d'illusions. Mais manipulée. Voilà, il y a des gens qui prennent ça pour faire autre chose, mais ça existe, bien évidemment. D'accord, ça existe bien évidemment. Merci beaucoup à tous nos panélistes ce matin. C'est plutôt un plaisir de vous avoir chacun apporté quelque chose. Qui vous accorde santé, prospérité. Merci, merci beaucoup. Merci Koko Tonga. Merci à l'apôtre justement Bayongui d'être passé sur le plateau. Merci à notre très cher Alain Douka, notre blanc. Voilà, et merci également à notre consultant permanent. Tout est bien qui finit bien, mesdames, messieurs. Nous allons donc vous laisser en compagnie de nos programmes sur la télévision de proximité de Vivre Ensemble. On espère avoir essayé, n'est-ce pas, d'apporter quelques éléments de réponse à vos questions concernant l'exorcisme ce matin. Eh bien, mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous demain vendredi pour la dernière sortie de la semaine. Vous le savez, vendredi, voilà, c'est un sujet de société qu'on aborde. Donc, le rendez-vous, il est pris. Et la rediffusion, pour ceux-là qui n'ont pas pu voir cette émission, c'est à 22h30. Bien le bonsoir à tous et à toutes et à demain.